je pense qu'il faut que la Barclay devienne nécessaire. Et finir la Barclay doit devenir effectivement nécessaire. Plus nécessaire que d'autres choses. Finir une course, c'est toujours intéressant pour plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui se préparent à ça. Mais pour eux, il y a souvent un enjeu. Ils arrivent souvent, là encore, à se conditionner pour que cela devienne quasiment impossible, inenvisageable pour eux de ne pas aller au bout. On peut prendre un autre exemple. Travis Wildebourg, lui, il avait une maison avec sa compagne et il a choisi, enfin en tout cas, il a dit à sa compagne, si je veux finir la Barclay, il avait échoué une première fois, une deuxième fois, si je veux finir la Barclay, mettons la maison en location, vivons dans un camping-car pendant 1 an, pour qu'au moment où j'aurai envie d'abandonner, je puisse me dire non, je ne vais pas repasser ce même hiver dans un camping-car, dans la promiscuité, dans des conditions délicates, etc. Remettre ma compagne aussi dans ce mode de vie-là, etc. à cause de moi. Voilà, il fallait que terminer la Barclay devienne nécessaire. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. C'est aujourd'hui un épisode exceptionnel que je vous propose de vivre en immersion dans l'une des courses les plus fascinantes et secrètes qui soit, qui nourrit beaucoup de fantasmes et provoque parfois chez certains de l'incompréhension. Je veux bien sûr parler de la Barclay. Aurélien Delfosse, qui travaille à l'équipe depuis 10 ans, y a consacré avec la précieuse collaboration d'Alexis Berg 3 projets majeurs, à savoir 2 films et un livre. Aurélien est notamment co-auteur du livre Les Finisseurs, qui s'intéresse plus particulièrement à ces coureurs, pour la plupart anonymes, qui ont réussi à aller au terme de cette course à la redoutable exigence. Ils sont aujourd'hui seulement 15 à avoir réussi cet exploit en 36 ans. C'est donc le regard non pas d'un participant, mais celui d'un journaliste et auteur qui a évolué au plus près de ses finisseurs, mais aussi de Laz, l'emblématique créateur de la course, que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Et si vous souhaitez un point de vue complémentaire à celui d'Aurélien, je vous invite à écouter notre épisode 35, Barclay cœur à vif, qui raconte les différentes tentatives du coureur français Rémi Gégard sur cette course. Mais par contre, ne le faites surtout pas maintenant, restez avec nous pour suivre ces échanges avec Aurélien sur la Barclay qui sont absolument passionnants. Allez, trêve de bavardage, le moment est venu de vous souhaiter la bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Les Finisseurs. Bonjour Aurélien, je suis ravi Guillaume. de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment merci ça va? Merci de m'inviter, très bien, merci. On enregistre cet épisode le 12 mai, alors une petite question d'entrée de podcast pour toi. Est-ce que tu saurais me dire quel illustre athlète américain fête aujourd'hui même ses 54 ans? Un petit indice pour toi, il a posé en 2021 le dernier 540 ollies de sa carrière, la rotation qu'il a été le premier à réaliser en 1989. Mm-hmm. Il a des jeux vidéo qui l'ont Tony été Hawk, consacrés. ouais. Bravo, bonne réponse. Ça remonte à loin, mais j'ai un peu de mémoire quand même. Bravo, donc Tony, si tu nous écoutes, on te souhaite un happy birthday. On pense bien à toi. Happy birthday, Tony. Aurélien, pour démarrer l'épisode comme il se doit, est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes en quelques mots, de façon un peu plus administrative? On va rentrer dans le détail de ton parcours et de ta vie, de ton rapport au sport, mais dans les grandes lignes, quel âge tu as, où est-ce que tu vis, qu'est-ce qui te fait vibrer? Donc je m'appelle Aurélien Delfosse, je suis journaliste à l'équipe depuis 2013. Je suis originaire de Gap dans les Hautes-Alpes et je partage donc mon temps entre Gap et Paris où je travaille plus quotidiennement. Je dirige aujourd'hui un service qui s'appelle l'équipe Explore à l'équipe, donc, qui est une plateforme de documentaires, de long format et de podcasts également. Et à côté de ça, je suis en collaboration avec un photographe très connu dans le milieu du trail et son frère, Alexis et Frédéric Berg, qu'on dirige ensemble les éditions Mons, qui sont donc des éditions, une maison d'édition consacrée notamment aux livres de trail, mais pas que, des beaux livres surtout de montagne et de sport. Aurélien, je te propose de faire un petit saut dans le temps, un premier, de revenir à ton enfance et ton adolescence. Est-ce que tu peux nous dire quelle place tenait le sport dans ta vie à ton époque? Est-ce que tu es né dans un environnement familial et amical qui était féru de sport? Ça a toujours fait partie de ton quotidien dès très jeune? Pas du tout. Je suis une anomalie, c'est-à-dire que mes parents n'étaient pas du tout sportifs et c'est même, ça va au-delà de ça puisqu'on ne regardait pas le sport à la télé. En fait, le sport était absent de ma jeunesse, complètement absent. Mon père est prof de lettres, ma mère est infirmière et autant il y a toujours eu des livres chez moi, donc ça peut expliquer peut-être aujourd'hui ma tendance et mon envie d'être éditeur, journaliste aussi, puisque par contre on a toujours regardé le JT, etc. Mais l'information sportive et le sport de manière générale étaient assez absents. En revanche, mes parents m'ont toujours poussé à faire du sport, même si eux n'en faisaient pas, donc j'ai fait
j'ai pratiqué tout un tas de sports, donc je vais t'épargner la liste ici. Mais voilà, depuis mon plus jeune âge, je faisais 2 à 3 activités sportives différentes par semaine. Euh, et beaucoup de montagnes quand on est arrivé dans les Hautes-Alpes, parce que moi je suis né à Lille, dans le nord de la France, et mes parents étaient fans de montagne, vraiment passionnés par ça. Donc on a fini par déménager dans les Hautes-Alpes. Et ensuite, en arrivant dans les Hautes-Alpes, j'ai fait pas mal de ski, pas mal de montagnes avec mon père. Alors à un niveau très restreint, hein, puisque nous, on n'est pas issus d'une famille d'alpinistes, mais voilà, on faisait beaucoup de randonnées, etc. Et puis avec mon papa, j'ai toujours fait beaucoup aussi de rando, un peu longue distance dès mon plus jeune âge. On allait camper en montagne, etc. Donc ça, c'était mon rapport au sport. En revanche, très vite, comme je te disais, il y a eu une espèce d'anomalie. Je me suis mis à me passionner, notamment pour l'équipe quand j'avais 12-13 ans. Mon père m'achetait l'équipe et je lisais tout, mais absolument tout, toutes les petites Les lignes. pages Et je badminton et water fichais, polo aussi. voilà, et je faisais des fiches de l'équipe, je fichais l'équipe parce que je voulais avoir à l'époque un truc que j'ai plus du tout aujourd'hui, vraiment. C'est un de mes points faibles d'ailleurs, mais je voulais avoir une culture encyclopédique du sport, je voulais tout connaître, tous les noms, leur parcours, etc. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout cet attrait-là, c'est-à-dire que les dates et les noms, qui a gagné en telle année, c'est quelque chose qui m'a complètement, enfin qui a complètement disparu dans mon parcours, mais quand j'étais jeune, ça me passionnait. Donc voilà, je me suis mis à me passionner pour ça, et puis il se trouve que quelques années plus tard, je suis journaliste à l'équipe et journaliste de sport. Est-ce que le trail, qui est un des segments de l'outdoor et ton intérêt pour l'outdoor que tu manifestais dans tes jeunes années, était aussi très présent très tôt, ou tu t'es éveillé plus particulièrement à cette discipline un peu plus tard? Alors, bon, ça va faire polémique ce que je dis, mais le trail est une discipline assez récente, en tout cas médiatiquement. Comme je disais, moi je viens pas d'une famille de montagnards, donc mon père typiquement faisait pas de trail, il faisait beaucoup de randonnées, de raids même en haute montagne, mais il courait pas forcément en montagne. Moi je courais en montagne sans savoir ce que je faisais, en fait, sans savoir que c'était du trail. Je partais de chez mes parents ont une maison qui est à flanc de colline, à flanc de montagne, c'est des montagnes un peu plus basses, hein, on est dans les Alpes du Sud, et je partais courir comme ça tout seul là, dans dans les champs, dans les forêts, sur certaines crêtes à côté de chez moi, sans savoir vraiment ce que je faisais. Et puis, avec le développement de l'UTMB, de Kylian Jornet, etc., je voyais aussi des gens courir autour de chez moi. J'ai commencé à m'intéresser à cette chose en me disant, mais tiens, mais c'est un peu ce que je fais, tiens, mais ils sont assez forts, c'est marrant, etc. Et donc, j'ai commencé à suivre comme ça, en fait, par des magazines spécialisés, par des sites internet, et puis aussi par certains événements qui pouvaient être organisés autour de chez moi. Donc à m'y intéresser sans forcément le pratiquer en compétition. Encore aujourd'hui, c'est presque un acte de fierté. Je suis le trail en compétition sans en faire moi-même. J'aime bien quand je vais courir, ne pas avoir de montre, ne pas avoir de chrono et juste courir Pas de à la contraintes, pas sensation, de au pression du plaisir. temps. Voilà. Alors je vais prendre un dossard dans pas longtemps, je tairai le nom de la course, ce sera mon petit secret à moi avec des Faites copains. vos jeux. Voilà, avec des copains, mais en dehors de ça, je fais vraiment, voilà, je suis le trail, je le couvre, je m'intéresse à sa culture et à son univers sans forcément être un bon coureur moi-même. Je suis un coureur, mais je ne fais pas de course. Vous avez expliqué que tu bingeais l'équipe dans tes jeunes années. C'était quoi les exploits sportifs qui te faisaient le plus rêver? Est-ce que c'était pas forcément lié à une discipline, parce que j'ai l'impression que tu avais une vue assez exhaustive et un intérêt finalement sans limite pour le sport dans sa globalité. C'était quoi le type de défi ou le type de personnalité qui te faisait rêver ou qui t'inspirait? Alors j'adorais le cyclisme, même si je suis pas né dans les bonnes années, puisque j'ai pas répondu à l'une de tes premières questions qui était quel âge j'ai. J'ai 33 ans, je suis né en 1988, donc autant te dire que ma jeunesse c'est les années 90 et les années 2000, et c'est pas les meilleures années dans le monde du cyclisme, puisque tous les maillots jaunes au palmarès sont finis par être rayés, ou presque, ou en tout cas suspectés. Donc, mais malgré tout, ça me passionnait. Les années Armstrong, en fait, par exemple, j'en garde un très bon souvenir, pas tant pour Lance Armstrong, mais pour tous les autres, pour tous ceux qui essayaient d'exister à cette période. J'aimais les exploits en montagne, j'aimais les grimpeurs, les étapes du Ventoux. J'aimais beaucoup le foot, j'aimais beaucoup le tennis aussi, des sports que je suis un petit peu moins aujourd'hui. Le foot pas mal, le tennis un petit peu moins. Mais voilà, en fait, les sports principaux, si tu veux vraiment les grands sports de l'équipe, évidemment, puisque ma connaissance du sport a commencé avec l'équipe. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, Aujourd'hui, c'est un journal qui fait pas forcément l'unanimité ou qu'on aime détester, comme plein de médias d'ailleurs. Mais pour moi, voilà. Et puis c'est aussi la grande année de l'équipe. C'est la Coupe du Monde 98, évidemment. Moi, j'avais 10 ans, j'ai vu ça avec des étoiles dans les yeux, etc. Donc, si tu veux, mais les exploits sportifs, je suis pas comme je le disais, je suis pas né dans une famille d'alpinistes, ou même je suis né dans les Alpes. Je suis pas né dans les Alpes non plus. Je suis né dans le Nord avant d'aller habiter dans les Alpes. Donc, je n'ai pas grandi avec les exploits de Jean-Christophe Lafaille en Himalaya ou autre chose.
Pour moi, ceux qui faisaient des exploits et ceux qui me faisaient rêver, c'était les grands cyclistes, c'était les grands joueurs de tennis, c'était les grands footballeurs. Est-ce que tu nourrissais dès ta tendre enfance le rêve de dire qu'un jour ça pourrait être ton travail et que tu pourrais faire carrière, ou tu voulais être pompier ou astronaute? Non, c'est assez particulier parce que effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui aiment le sport, qui veulent être sportifs, athlètes, footballeurs par exemple. Moi, j'allais jouer au foot avec mes potes tous les dimanches et j'ai jamais voulu être footballeur. Moi, je voulais être journaliste de sport. Je me suis toujours rêvé comme celui qui racontait plutôt que comme celui qui jouait, comme celui qui courait, comme je le disais à l'instant. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une position assez fidèle finalement ce à quoi j'aspirais quand j'étais enfant. Je m'en rends compte là un peu en te le disant, mais ouais, c'est mon rêve d'enfant en fait, d'être journaliste de sport, et je vais même aller plus loin. Euh, C'était mon rêve d'enfant d'être journaliste à l'équipe. Je le suis aujourd'hui et j'ai envie de dire je le suis devenu par hasard parce qu'en fait ce rêve m'a fui. J'ai fini par ne plus y penser et c'est un peu un concours de circonstances qui fait que j'ai fini par revenir à l'équipe. C'est un rêve Mais auquel tu avais renoncé? Enfin, j'y avais pas renoncé, mais j'aspirais à d'autres choses. Si tu veux, après, en faisant des études, etc., j'ai fait des études de sciences politiques, je suis parti à l'étranger. Et en fait, je voulais faire des études de politique publique, je voulais travailler soit dans des cabinets, soit dans des administrations. Enfin, je voulais faire entre guillemets, un métier sérieux. Et puis finalement, ben voilà, un peu par hasard, j'ai fini par passer les concours de journalisme en me disant, tiens, c'était mon rêve d'enfant, je regretterais de ne pas le faire. J'ai passé les concours, ça s'est très bien passé, j'ai été pris. Et puis de la même manière, à la fin de l'école, en fait, à l'école de journalisme, j'étais à l'école de journalisme de Lille avec des étudiants très intelligents qui venaient tous de parcours assez élevés, etc. Et tout le monde aspirait plus ou moins à des carrières dans des grands journaux comme Le Monde, Libération, où on suit des sujets très sérieux comme la politique ou l'international, etc. Et on finit, j'ai pas envie de dire, on finit un peu, ça finit par déteindre un peu sur nous aussi, c'est-à-dire nous aussi, on se rêve quand on côtoie ces gens-là, quand on vient aussi de ces études-là à faire des choses très sérieuses finalement. Et donc à la fin de l'école, je voulais faire complètement autre chose. Je devais aller, pour être très honnête, j'avais un contrat de fin d'études à Mediapart de quelques mois. Donc à la sortie de l'école, je devais faire ça. Et puis mon rêve de gosse, il m'est revenu en tête. Et j'avais 2 mois entre le début de mon contrat à Mediapart et la fin de mes études à l'ESG Lille. Et donc j'avais demandé à ma responsable des études de l'époque s'il y a possibilité d'aller en stage à l'équipe. J'aimerais bien y aller juste pour dire d'y être passé parce que c'était mon rêve de gosse. Et donc je suis venu en stage et je suis jamais reparti. Ils t'attendent toujours chez Mediapart? Et du coup j'ai fini par leur dire que je ne viendrai pas. Même si j'aime beaucoup ce média et qu'ils font du très bon travail, peut-être un jour, on ne sait jamais. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle aujourd'hui au sein de l'équipe? Tu es notamment à l'initiative de l'équipe Explore et une verticale qui propose de vivre des histoires de sport hors normes ou hors du commun sous des formats documentaires, podcasts, des grands reportages, des enquêtes. Comment elle est née cette idée? Cette idée, elle vient pas de moi, elle vient de Jérôme Casadieu, qui est aujourd'hui directeur de la rédaction. Et en fait, Jérôme, c'est à l'époque, il était journaliste, tout simplement. Et quand j'arrive en stage à l'équipe, je fais sa rencontre. Je ne sais plus exactement comment. Je me rappelle que voilà, j'avais proposé moi-même des sujets un peu longs en tant que stagiaire, parce qu'à l'époque, le site de l'équipe, il était comme beaucoup d'autres sites internet. On est en 2013, début 2013. Si tu veux, c'est beaucoup de l'actu pure et dure. À l'époque, il n'y a pas les formats abonnés, etc., comme on a aujourd'hui. Le web est en train de devenir très important d'un point de vue médiatique, mais n'a pas encore la place qu'il occupe aujourd'hui. Si tu veux, le paquebot, vraiment, ça reste encore les journaux. Le web est une écriture complémentaire. Donc, on faisait beaucoup de flux, beaucoup d'articles courts, ce qui m'intéressait moins. Moi, j'ai toujours eu cette attirance pour le long. Comme je dis, mon père est professeur de lettres et j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé les articles plus longs, etc. Et j'aspirais plus à ça. Il y a dans l'actu chaude aussi, à la peut-être? profondeur, je déteste l'actu chaude, ça me passionne pas du tout. J'aime bien effectivement créer un format, raconter une histoire, aller en profondeur. Et donc, j'avais proposé des sujets comme ça, et puis j'ai fait sa rencontre. Il cherchait un stagiaire puisqu'il voulait lancer un nouveau service qui s'appelait Pas encore, ou qui venait juste d'être baptisé l'équipe Explore. Et donc j'ai contribué au lancement du tout premier l'équipe Explore. C'était sur un alpiniste justement, Carlos Soria, un alpiniste de 80 ans qui était à l'époque lancé dans une quête pour gravir tous les sommets de plus de 8000. Il se trouve que ça tapait assez juste puisque moi à l'époque, autant je parlais de mon enfance tout à l'heure, mais à l'époque là j'étais vraiment devenu assez impliqué dans les sports de montagne, je les connaissais bien et tout, donc ce sujet il a trouvé beaucoup d'écho chez moi, et j'ai beaucoup aimé la démarche de Jérôme, etc. Et donc voilà,
il m'a pris en tant que stagiaire, puis ensuite il m'a fait bosser, et puis on a fini par créer le service à part entière, puisqu'à l'époque c'était pas vraiment un service. On a fini par créer le service ensemble, il m'a embauché, et puis aujourd'hui je dirige le service, puisque lui est parti euh, avec d'autres responsabilités. Aujourd'hui il dirige la rédaction, il a évidemment autre chose à faire que s'occuper simplement de l'équipe Explore. Et toi, tu t'éclates. Moi, je m'amuse, ouais. C'est une belle responsabilité, c'est une belle preuve de confiance. Il y a une forme de logique aussi, puisque j'étais là à la création du service, tout jeune, tout frais. Depuis, j'ai beaucoup appris grâce aux journalistes avec lesquels j'ai travaillé. Je parlais de Jérôme, il y a eu Rémi Fier aussi, qui est peut-être connu de certains de nos auditeurs qui aiment les sports de montagne, puisqu'il a beaucoup écrit aussi sur le ski, sur la montagne, etc. Et donc, j'ai appris avec ces gens-là. Ça m'a beaucoup aidé à progresser, à élargir aussi mon regard, notamment dans la façon dont on peut traiter les sujets, parce qu'à Explore, on a une grande liberté. Euh, on fait un traitement qui est un peu voilà, un peu en décalage par rapport à ce que peut faire le journal. On parlait de l'actu, etc. Et donc ça m'a beaucoup passionné assez rapidement. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai le plaisir de faire, comme tu disais tout à l'heure, des grands reportages, des documentaires, des podcasts, des enquêtes. Voilà, on va pas se mentir, c'est vraiment ce à quoi j'aspirais, et c'est un rêve pour le jeune journaliste que j'étais. Donc je mesure vraiment ma chance. Quelle est ta grille de lecture pour déterminer ce qu'il y a sa place dans l'Explore, enfin, ou votre grille de lecture? Et puis, quelle est la promesse pour ton audience fondamentalement? Quel est l'impact pour eux que tu Ma espères? promesse, c'est une histoire. C'est-à-dire, je pense que à Explore, on est beaucoup moins attaché à la dimension sportive d'une histoire que dans le journal en lui-même. On fait pas le sport de haut niveau forcément. Souvent, nos histoires se passent dans le monde du sport, mais elles peuvent en être plus ou moins proches. On a fait un sujet, par exemple, sur les disparus de Boscodon il y a un an. Donc c'est l'histoire de randonneurs qui disparaissent dans une forêt pas loin de chez moi, dans les Hautes-Alpes. Du coup, j'en avais entendu parler comme ça. Et là, c'est des randonneurs, donc ça reste du sport, mais c'est pas du sport de haut niveau, c'est pas le sport vers lequel l'équipe part. Mais l'histoire était intéressante. Ils Il y n'étaient pas avait chez toi dans ta cave, ils n'étaient pas il- venus se réfugier. pas encore, personne n'est allé voir. J'espère que personne n'ira. Non, non, normalement ils sont pas dans ma cave, mais du coup voilà, si tu veux, ce qu'on promet, c'est un regard un peu détourné par rapport à ce que va traiter le journal habituellement. Et donc, on s'adresse autant aux lecteurs de l'équipe qui veulent lire un peu autre chose, qui veulent s'aérer ou qui veulent lire une histoire un petit peu plus longue, s'impliquer un peu dans un sujet d'une certaine manière, comme à ceux qui ne viendraient habituellement pas sur l'équipe et qui voudraient lire autre chose. Ça, c'est un peu notre promesse. Donc, des histoires de sport, dans les coulisses du sport, ou alors avec un petit pas de côté par rapport au sport. Voilà un peu la promesse que l'on fait. Et dans tous les sports, j'ai aucun problème à faire des sujets sur le tennis, à faire des sujets sur le rugby, à faire des sujets, par contre aussi sur la montagne, l'escalade ou d'autres choses, d'autres disciplines qui paraissent comme ça un peu moins sportives. Est-ce que tu trouves que la course à pied, justement, est naturellement un pourvoyeur de grandes histoires qui vont trouver leur place dans Explore? Je pense que la course à pied, c'est un sport majeur. Déjà, c'est le premier sport. Enfin, je pense qu'il n'y a pas eu de sport antérieur, hein. C'est la première chose que l'homme a commencé à faire, euh, courir. Donc, déjà, ce côté très élémentaire m'a tout de suite et toujours plu. J'aime énormément courir pour ça, parce que c'est quelque chose de très élémentaire, quelque chose de très basique. Donc, effectivement, c'est pourvoyeur d'histoire aussi, parce qu'il y a apparemment rien de plus simple, mais finalement rien de plus compliqué. Tous ceux qui courent beaucoup, notamment des courses plus longues, notamment en montagne, savent que c'est pas si simple que ça, que euh, sous une apparence de dénuement et de simplicité, il y a toute une technique et surtout tout un apprentissage, toute une acculturation. Et c'est ça qui me plaît. Donc oui, effectivement, c'est pourvoyeur de grandes histoires, aussi parce que on est dans un environnement qui en lui-même véhicule quelque chose. C'est ça qui me plaît aussi dans le sport de montagne. Comme je disais, moi j'ai eu la chance d'être adolescent en montagne, d'être un peu bercé aussi par l'amour que mes parents avaient pour ce milieu-là. On partait toujours en montagne, etc. quand on était en vacances à l'époque. Puis on a fini par aller y habiter. Et si tu veux, ce que j'aime, c'est la rencontre entre justement ce que véhicule la discipline et ce que véhicule l'environnement dans lequel elle se joue. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes autres casquettes? Tu les as évoquées en réponse à la première question de ce podcast, de cet épisode. Tes casquettes étant celles d'auteur, de réalisateur, mais aussi d'éditeur chez les éditions Mons avec les frères Berg. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes champs d'action sur chacun de ces périmètres et le plaisir que tu prends dans chacun? Ouais, assez vite, je me suis toujours dit qu'il fallait que je trouve un autre moyen d'expression que l'équipe. Enfin, j'aime beaucoup le travail que je fais à l'équipe, comme je viens de le dire, mais ça reste voilà, un travail de journaliste pour un quotidien majeur. On est aussi souvent vu avec cette casquette
journaliste d'un quotidien majeur. Quand l'équipe va quelque part, notamment dans ces disciplines où habituellement on va un peu moins, on est tout de suite vu comme le grand journal, etc., etc. Ça, t'aimerais bien le mettre sous le tapis, cette Non, pas du information? tout sous le Non. tapis, parce que encore une fois, hein, je pense que j'étais assez clair, c'est un journal qui m'a bercé, et que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, et que je pense beaucoup plus complet que l'image qu'on en a parfois quand on dit que c'est le quotidien du foot. Je pense que c'est en le lisant quotidiennement, les gens se rendraient compte que c'est pas seulement le cas, et puis l'offre aujourd'hui elle est tellement large entre ce qu'on a sur Internet, ce qu'il y a dans les magazines, ce qu'il y a sur Explore, ce qu'il y a dans les pages du journal, etc., que non, j'ai pas du tout honte. Oui, c'était plus pour un climat de sérénité pour pouvoir travailler peut-être sans cette étiquette importante de médias majeurs, pas tant en termes d'image éventuellement contestée de l'équipe, mais plus sur l'espèce de pression que ça pourrait te mettre d'être l'incarnation de ce média majeur du sport aujourd'hui. Je sais pas si ça me met une pression, mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir si tu veux, une activité à côté, écrire des livres sur le trail, écrire des livres sur l'escalade, qui est un autre sport que j'aime énormément par exemple, écrire des livres sur l'alpinisme que je suis beaucoup et tout ça, ou en publier, parce que je ne fais pas qu'écrire. Aux éditions Mons, on ne publie pas que nos livres, hein, on est une vraie maison d'édition, on publie des livres de toutes les bonnes histoires, et des gens qui voudraient nous adresser leurs manuscrits, ils y sont invités évidemment, et on publie des belles histoires de sport, principalement de sport. Et moi j'aimais bien l'idée de pouvoir avoir aussi un champ dans lequel j'étais justement un peu libéré de mon rôle de journaliste à l'équipe, et où je pouvais partir sur des histoires peut-être aussi un peu plus librement, des histoires qui ne rentraient pas forcément dans le cadre de l'équipe. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à beaucoup suivre aussi le trail, la montagne et tout, qui étaient des sports que l'équipe faisait moins à l'époque et que j'ai essayé d'amener à l'équipe. Aujourd'hui, on les traite beaucoup plus. J'en suis très content, mais c'est vrai que si tu veux, le suivi quotidien, quand on est journaliste, devoir écrire, aller sur une course, rendre son compte-rendu le lendemain ou le surlendemain, même si moi j'ai fait aussi des récits longs et que j'avais plus de temps, malgré tout, on est toujours dans un peu, c'est une course contre le chrono. C'est aussi pour ça que quand je vais courir, j'aime pas avoir de montre et que j'aime courir librement. C'est parce que dans mon métier, quand on est journaliste, on a toujours une deadline, on a toujours un rendu. Et souvent, ils sont plutôt courts. Et moi, j'avais envie d'outrepasser un peu ça et d'avoir des projets sur le plus long terme. Ce que me permettent ces activités à côté, quand je suis auteur ou réalisateur, ou quand aujourd'hui, maintenant, éditeur, et qu'on a des projets de livres. Sans en dire plus, mais tu vois, par exemple, avec Alexis et Fred, on aime beaucoup parler des prochains livres qu'on fera, et je pense qu'on a déjà nos projets jusqu'à 2024-2025. Ça, c'est des choses qui sont, dans le journalisme, sont beaucoup plus compliquées, où on raisonne à plus court terme. Et moi, j'aimais bien pouvoir me projeter comme ça sur des projets qui peuvent être sembler un peu faramineux, mais dans lesquels on va s'investir, et finalement, ils nous portent aussi. Est-ce qu'il y a un sujet d'exigence derrière ça? Tu parles du temps long. Est-ce que derrière ça, il y a ce côté orfèvre? Parce que c'est ce qu'on peut retrouver en tout cas dans les livres que vous éditez. Est-ce que c'est aussi pour t'autoriser ça? Est-ce que peut-être la pression d'un média quotidien interdit un peu plus logiquement? Oui, alors c'est sûr qu'on n'est pas des orfèvres ou on n'est pas des auteurs. Tiens, ça c'est intéressant. Je pense qu'un journaliste n'est pas un auteur. Et si on veut faire de la poésie, il faut écrire de la poésie, il faut écrire des livres, enfin, faut faire de la littérature, quoi. Il y a pas de meilleur article quand on est journaliste qu'un article rendu à l'heure. C'est-à-dire qu'il peut être écrit un peu moins bien mais rendu à l'heure, ce sera toujours mieux que écrit très bien mais rendu en retard. Dans une activité comme l'édition, la réalisation de documentaires, ou en tant qu'auteur, on a peut-être un petit peu plus ce temps de se prendre la tête sur la formule qu'on va utiliser, etc., etc. Donc oui, il y a peut-être ce travail-là, mais moi j'aime bien les projets un peu transversaux. Si tu veux, ce que j'aime avec les éditions Mons et avec le travail qu'on mène avec Alexis et Fred, c'est que euh, on pense aussi l'objet. En tant qu'éditeur, tu penses évidemment le fond, mais tu penses aussi l'objet, et là ça se rapproche de ce que tu disais. On est un peu des artisans. On travaille sur la couverture, on choisit le papier. Pour les finisseurs, par exemple, notre livre sur la Barclay dont on va parler tout à l'heure, on avait choisi de faire de l'embossage. Enfin voilà, c'est plein de petits détails comme ça qui, moi, vraiment me passionnent, parce que derrière, on donne une réalité, on donne un objet à notre travail. Et si tu veux, il n'existe pas que dans une page d'un journal voué à disparaître, ou en tout cas à être archivé. Ça crée quelque chose, ce que tu peux mettre dans une bibliothèque, etc. Moi, ça j'aime énormément, en fait. L'idée de partir d'une idée, partir d'une page blanche, ce qui est le métier d'un journaliste, hein, partir d'une page blanche tous les jours et puis rendre un texte, j'aime bien ça. Et j'aime encore mieux quand derrière, ça prend du volume.
Que ce soit parce que, pour moi, un documentaire, c'est du volume, il y a du relief dans un documentaire. Tu racontes une histoire, c'est presque une histoire en 3D dans laquelle le téléspectateur il est projeté. Un livre, évidemment, c'est un objet que tu as dans les mains. Enfin, voilà, ça, j'aime énormément. Partir d'une page vierge, partir d'une idée et lui rendre son volume. Dernière question de cette introduction, hautement philosophique. Je te fais Elle est bien, longue un mais peu, hein. on prend le temps dans ce podcast. C'est l'idée. C'est bien, il faut. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? C'est quoi ta plus belle source d'accomplissement dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu as envie de changer un matin quand tu te réveilles et le soir tu te dis ok, là j'ai... Ah, les projets dont je parle. Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est pas tant ce que je vais vivre dans la journée, même si oui, évidemment, j'aime énormément. Enfin, voilà, me lever et me dire, bah, je vais avoir une bonne journée, ou j'ai des belles rencontres aujourd'hui, si j'ai des belles interviews, ou tout simplement des bons moments que je vais passer en montagne avec ma copine, ou des choses comme ça, oui. Après, si tu veux, mon fuel quotidien, c'est penser à ce que je vais faire dans 1 an, dans 2 ans. J'aime cette vision longue qui va me porter comme ça dans le petit quotidien, si tu veux. Merci beaucoup pour cette présentation Aurélien. On va passer désormais à notre rubrique de la basket chinoise, un format de portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu? C'est dur. Je suis très mauvais pour ce genre de truc en général. Ça peut être personne, si tu Tintin, as une réponse. je serais Tintin. Allez, hop. Tintin, j'adorais aussi. On parlait de ce que j'aimais. Voilà, Tintin, qui voyageait partout, qui était à la fois journaliste et un peu justicier quand même, ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on est vraiment journaliste. Donc, allez, un personnage fictif, je serais Tintin. C'est un peu basique, mais j'aime beaucoup Tintin. T'alternais tes lectures entre Tintin et l'équipe dans tes jeunes années? Oui, C'était voilà, deux c'est piliers. ça. Ouais, j'aimais bien. Ouais. J'avais d'autres choses, mais j'aimais bien Tintin. Et si tu étais un animal, est-ce que tu serais Milou? Je ne pense pas, non. Je serais plutôt un chat qu'un chien, d'ailleurs. Solitaire? Un peu plus solitaire, assez câlin quand même, et puis agile. Voilà, non, ça me plaît plein, ça me plaît bien. Dernière question, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est tout particulièrement une source d'inspiration pour toi ou de respect parce qu'il incarne, parce qu'il est ou par ses performances? À toi de mettre le curseur où tu veux, mais est-ce qu'il y a une icône? J'aime énormément Rafael Nadal. Voilà, parce que j'ai commencé comme beaucoup par le détester, avant de finalement beaucoup l'aimer. Et j'aime bien ça, d'une certaine manière, un athlète qui vous force à revoir votre jugement, euh, autant par sa longévité que par sa capacité à se réinventer, à aller sur des terrains qu'on ne pensait pas forcément, qui lui étaient pas forcément favorables. Pendant quelques années, on pensait qu'il ne gagnerait que sur terre battue, il a fini par gagner ailleurs. C'est quelqu'un qui a une grande humilité, qui est, je trouve, toujours sympathique et disponible, euh, et qui parvient à se surpasser alors qu'il est confronté à de grosses blessures depuis quelques années, justement à peut-être à réduire les tournois dans lesquels il joue, etc., pour se concentrer sur ses vrais objectifs, pour ce qui lui permet de se lever le matin, justement, et ce qui le motive foncièrement, intrinsèquement, et à pas réussir ces objectifs-là. Et ça, j'apprécie énormément. Ouais, c'est un athlète que j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que tu es prêt à aimer Alcaraz là, pour les 20 prochaines années, le prodige espagnol qui est en train de prendre le relais? On les compare parce qu'ils sont tous les deux Bien espagnols sûr, et très précoces. on les compare, et puis je voudrais pas être un oiseau de bonne ou de mauvaise augure qu'il fasse sa carrière, et si déjà dans 5 ans j'ai encore de quoi l'admirer, ce sera cool. Je lui souhaite déjà de faire 5 ans ou 6 ans au très très haut niveau. S'il en fait 20, ce sera évidemment mieux pour lui encore, mais ce que sont en train de faire Nadal, Djokovic, Federer et d'autres athlètes comme ça de très haut niveau dont euh, parfois on a tendance à oublier l'extraordinaire du quotidien, justement. Parce qu'on est en train de le vivre, on ne se rend pas forcément compte, et on va aduler soit les jeunes promesses, soit les anciens, en oubliant que certains athlètes de très très haut niveau auxquels on a la chance d'assister quotidiennement aux exploits, etc., font des choses qui ne seront certainement pas rééditées dans le futur. Et je pense que on aura une petite émotion plus tard en repensant à ces années, en se disant on a vu jouer Nadal, on a vu jouer Zidane, on a vu jouer Mbappé en foot par exemple, on a vu d'autres grands coureurs dans d'autres disciplines, et ce qu'ils font, ce ne sera pas effacé si rapidement que ça. Merci beaucoup Aurélien de t'être frotté à cet exercice de la basket chinoise. Merci Une à fois toi. n'est pas coutume, je ne vais pas déflorer à ce stade de l'épisode les éléments de présentation de cette course épique qu'est la Barclay. Tu vas nous en livrer plus tard dans notre échange tous les secrets, ou en tout cas tous ceux que tu auras réussi à percer dans cette course qui est ô combien intrigante et fascinante. Et que j'arriverai à retranscrire, parce que c'est pas si simple de retranscrire les secrets de la Barclay finalement. C'est une course très mystérieuse dans son concept, et qui est faite d'une multitude de détails. Et puis là, c'était interdit de dire plein de choses, j'en suis sûr. Non, il m'a rien interdit du tout, mais en tout cas, la culture de la course fait qu'effectivement, il y a des choses dont on ne parlera pas. En revanche, une chose est sûre, malheureusement pour toi, tu vas pas échapper à ce grand classique qui est la question qui pique, une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Donc aujourd'hui, je te propose un vrai faux. Je te préviens, c'est n'importe quoi.
Donc c'est un homonyme de la prestigieuse course qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Eddie Barclay, l'un des plus importants éditeurs et producteurs de musique français entre les années 50 et 80. Et dans Dit des nuits tropéziennes, tu vois qu'il est avec ses petites moustaches Oui, et son crâne je vois dégarni. qu'il est. Je connais pas du tout sa carrière et je répondrai au hasard. Écoute, ça va être beaucoup lié à sa réputation. Eddie Barclay a eu plus de femmes qu'il n'y a eu de finisseurs à la Barclay. C'est probable. Alors, non, il en a eu. Alors je ne vais pas dire le nombre de finisseurs qu'il y a eu à la Barclay parce qu'on va en parler un peu plus tard, mais lui, il a que 8 femmes. Ah Donc oui, voilà, c'est effectivement. un Un petit petit peu peu moins. moins de la moitié. Bon, ça va aller mieux sur les deux prochaines. Eddie Barclay a produit la chanson de Johnny, Quelque chose de Tennessee. Tennessee qui n'est autre que l'état dans lequel se court la Barclay. C'est vrai? Non, c'est faux, c'est Michel Berger. Je t'avais dit que j'aurais faux à chaque fois. J'en ai aucune idée. Je suis très mauvais Et en en fait, musique. mais en fait surtout cette dans chanson en ces plus n'a pas de musiques-là. lien du tout avec le Tennessee, puisque elle rend hommage à l'auteur américain Tennessee Williams. Voilà, Effectivement. donc ça n'a pas de lien. C'est un peu vicieux, mes questions. Mais Non, c'est non, malgré mais tout, il y a je t'avoue beaucoup que de bienveillance et de gentillesse. Tu sais, Mais je suis quelqu'un j'imagine. d'extrêmement empathique et tendre. Troisième et dernière question, c'est le moment de briller et de t'illustrer, Aurélien. Je suis concentré. Je pense que ça va bien se passer sur celle-là. Sur l'édition 2002 de la Barclay, les coureurs ont eu à déchirer les pages de l'autobiographie d'Eddie Barclay, Que la fête continue, parue en 1988. Je vais dire faux. Alors, j'ai pas la réponse avec certitude, mais j'imagine que la probabilité que ce soit un des bouquins qui était sur la Barclay est relativement faible. Parce qu'il dit que la fête continue, ça pourrait être quand même dans l'esprit de ce que Laz Absolument. aurait envie de faire. Donc, je trouvais ça assez C'est pour ça qu'il y a eu un approprié. petit silence et que j'ai quand même réfléchi en me disant que tu avais peut-être une information à laquelle je n'avais jamais eu accès. Effectivement, je pense que c'est assez peu probable. Ouais, je pense on va s'accorder à dire que c'est non. Écoute, Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, excuse-moi de te couper, ce qui est sûr, c'est que Laz reçoit des livres de partout dans le monde et il y a énormément de gens qui lui envoient des livres justement dans l'idée que les titres de ces livres-là, qu'ils viennent de France ou d'ailleurs, puissent faire écho à la course et faire rire les coureurs au moment où ils déchirent les pages. Donc, d'une certaine manière, peut-être que un fan de cette personne a pu envoyer son livre, je ne sais pas. C'est Ça restera possible. un mystère, Laissons- un des si nombreux quelqu'un a mystères des de la informations Barclay. sur le sujet, n'hésitez pas à nous écrire. Exactement, qu'il nous écrit. Aurélien, on oublie tout ça, on change de disque, une réponse sur 3. C'est pas honnête. évident. C'est honnête. Non, mais On va parler. tu m'as pris par surprise. On va parler désormais de ta course épique. Alors, on va en dépeindre le décor et puis en préciser les grandes règles de ce grand jeu qu'est la Barclay. Alors, comme tu les as parfaitement en tête, je te propose de les présenter de façon un peu originale, à la façon d'un Jeopardy. Je vais te donner un chiffre, une réponse. Il va falloir que tu me dises à quoi ça correspond. Ça va permettre de donner à nos auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement le cadre de la Barclay quelles en sont les principales composantes. Cette fois, j'espère que je connaîtrai les réponses. Oui, j'ai aucune inquiétude. Le chiffre 15. 15, c'est le nombre de finisseurs de la Barclay. Les finisseurs, comme on les a appelés avec Alexis dans le livre qui porte le même nom. Donc ceux qui ont terminé la course, les finishers, comme ils disent en anglais. Voilà, 15. 1000. 1000, c'est plus ou moins, ça c'est une estimation, le nombre de personnes qui ont essayé la Barclay et qui n'ont pas pu la terminer. 2017. Plusieurs réponses possibles. Oui, alors 2017, c'est le dernier finisseur de la Barclay, John Kelly. Donc à ce jour, il est la dernière personne à avoir fini la course depuis toutes les éditions de la course qui ont eu lieu, à l'exception de l'an 2000 ou de 2020, oui, l'année du Covid. Donc la course a été annulée, mais depuis donc 2018, 2019, 2021, 2022, il n'y a pas eu de finisseur à cette course. Personne n'a réussi à la terminer. 100 pour certains et 130 pour d'autres. Selon la police et les organisateurs, deux versions qui s'opposent. Donc ça, c'est les miles, la longueur des tours. En gros, à la Barclay, il faut faire 5 tours. Normalement, c'est un 100 miles. Donc il s'agit de faire, au total, ce sont des tours qui doivent arriver à 100 miles, selon la police, donc selon Laz, l'organisateur. Mais effectivement, en fait, ce qu'on observe, c'est que depuis le début, depuis la création de la course, Laz a beaucoup revu le parcours. Et déjà, c'est pas forcément quelqu'un du style à se balader avec son mètre ou son GPS sur le parcours pour le mesurer au centimètre près ou au mètre près. Donc je pense que même à l'origine, je ne suis pas sûr qu'elle faisait exactement 100 miles. Et depuis, il a beaucoup changé le parcours en le complexifiant un petit peu. Et donc en fait, ça fait au-delà de 100 miles. C'est une petite blague de Laz lorsqu'il dit que c'est un 100 miles. En fait, il y a plus, mais personne ne sait vraiment combien. 20 400 à la louche. 20 400, c'est le nombre de dénivelés. C'est le dénivelé qu'il faut faire pour lorsqu'on finit 5 tours à la Barclay. On a fait 20 000 mètres de dénivelé environ, 3 fois l'ascension de l'Everest. Encore 3 chiffres clés. Une quarantaine. Une quarantaine, c'est le nombre de coureurs qui prennent le départ de la course tous les ans. C'est pour ça qu'on arrive au fameux chiffre 1000 que tu évoquais tout à l'heure.
40 coureurs depuis 1986, à peu près. Certaines années, il y en a eu un peu plus, etc. Donc il y a un gros millier de coureurs qui a pris le départ de la Barclay depuis 1986 pour 15 finisseurs. 60 heures. 60 heures, c'est on parlait tout à l'heure de deadline pour les journalistes. Les coureurs de la Barclay, ils ont aussi une deadline qui est 60 heures pour faire 5 tours. Faisant, comme on l'a dit, à peu près 220-230 km selon les années. Et donc les 130 miles que tu évoquais. Plus compliqué, il y a plusieurs interprétations possibles. 0. Je sais pas, est-ce que ce serait l'absence totale de sponsors, par exemple, puisqu'ils sont pas les bienvenus. 0, c'est aussi le nombre de femmes qui ont terminé cette course. Il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Certaines s'en sont approchées. Jusqu'à présent, ça reste encore quelque chose qui n'a pas été fait. On pense que, avec Alexis, en tout cas, et avec d'autres, hein, mais c'est vrai que Alexis et moi, c'est un sujet qui nous plaît beaucoup, dont on a énormément parlé ensemble, qui nous fait un peu fantasmer aussi. Voilà, quand terminera la première coureuse, quand est-ce qu'elle terminera la Barclay, qui sera-t-elle? Voilà, je pense qu'elle est déjà née, je pense qu'elle court déjà. Elle a peut-être déjà couru. Je pense qu'elle l'a peut-être déjà couru, et j'espère que dans les 2, 3, pourquoi pas 4, 5 ans, ça arrivera. J'espère que je serai là surtout. Merci Aurélien. En complément, il y a un bon nombre de particularités et de principes fondateurs que seule la Barclay a à offrir à ses chanceux participants. Est-ce que tu pourrais juste là, à nouveau donner quelques éléments complémentaires à nos auditeurs sur les principales composantes de la course? Je pense notamment et de façon non exhaustive à la période de l'année ou le cadre dans lequel s'organise cette course, le process d'inscription qui est en soi aussi un sacré défi, le matériel qui est interdit, enfin en tout cas les choses qu'on a le droit de faire et de ne pas faire, la proclamation du départ, en fait voilà, toutes les petits cérémoniaux, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas le cérémonial, tout ce qu'il y a autour et tous les rituels qu'on peut trouver autour de cette course. Alors, dans un premier temps, cette course, elle diffère de plein d'autres, si vous voulez. C'est un pas de côté, quoi. Et il faut la prendre comme telle. Il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est une course à pied ou pas. Je sais qu'il y a souvent le débat, mais est-ce que c'est pas une course d'orientation? Est-ce que c'est vraiment une course de trail, etc. Oui, c'est une course de trail qui a ses spécificités comme d'autres ont leurs spécificités. Je veux dire, dans le cyclisme, par exemple, je reviens au sport majeur, mais dans le cyclisme, Paris-Roubaix, on pourrait dire est-ce que c'est une vraie course cycliste dans la mesure où la moitié de la course est sur des pavés, etc., ce qui rajoute de la complexité, machin. En fait, dans tous les sports, depuis toujours, il y a certaines courses qui diffèrent des autres, il y a certaines courses qui ont leur spécificité et qui enrichissent le sport. La Barclay, c'est un peu la même chose. Une libre interprétation de la course à pied. C'est une libre interprétation de la course à pied, une libre interprétation de la course en montagne. Et c'est une création. Moi, je pense que je dis toujours ça un peu pour rigoler, mais il y a un fond de vérité selon moi. Je pense que Laz est un artiste. En tout cas, c'est un artiste de la course à pied. Laz, c'est donc l'organisateur, Lazarus Lake, comme il se fait appeler. Son vrai nom est Gary Cantrell. Et ce qui le motive, lui, c'est de créer des formats qui n'ont pas encore été créés. Et éventuellement de permettre à certaines personnes qui, dans d'autres circonstances, ne peuvent pas s'illustrer, de s'illustrer sur ces formats. Les finisseurs de la Barclay n'ont pas du tout les profils habituels des gagnants, des vainqueurs de grandes courses de trail. C'est pas dû au fait que les meilleurs ne vont pas sur ces courses-là, c'est dû au fait que le format ne favorise pas forcément les plus grands coureurs de la planète, mais il va peut-être permettre à certaines autres personnes, à des gens qui ont d'autres qualités, de s'y illustrer. Et donc parmi les règles un peu particulières, pour revenir sur ta question, déjà, rien que le moment où elle se déroule, la Barclay se déroule en sortie d'hiver. Hein, on n'est pas encore au printemps, ou on est tout juste au printemps selon sa planification. À ce moment-là, donc, on est dans un environnement où il fait plutôt froid, un environnement où il va pas mal pleuvoir, un environnement où la durée du jour est assez restreinte, et où donc on court de nuit de façon assez régulière. C'est voulu par la Barclay. On est dans un environnement où les arbres n'ont pas de feuilles, où il fait assez sombre. Les couleurs principales, c'est pas le vert, le jaune, du soleil et de la montagne que l'on peut voir dans certaines autres courses. On n'est pas sur des paysages qui a priori font un peu rêver, hein. Beaucoup de courses aujourd'hui, elles vendent un paysage avant même de vendre une course. D'une certaine manière, on vend une expérience, un moment de plaisir. Là, à la Barclay, c'est pas du tout le concept. Ça se passe dans un parc naturel dans le Tennessee,
Donc le Tennessee, c'est pas le premier état touristique des États-Unis, hein. C'est pas forcément, on n'est pas en Floride, on n'est pas en Californie, ce sont pas des destinations touristiques. C'est le fin fond des États-Unis, le sud des États-Unis, donc ancien. Le sud, c'était la partie esclavagiste des États-Unis, etc. C'est un endroit très conservateur, qui a voté très massivement pour Donald Trump, etc. Et on est dans un parc naturel qui peut être très joli, mais qui est un petit parc naturel à l'échelle des États-Unis. Et les États-Unis, c'est le pays dans lequel les parcs naturels ont été créés. Euh, donc il y en a énormément aux États-Unis. Et on n'est pas dans le plus renommé, clairement. C'est un petit parc. Mais c'est un parc qui recèle ses mystères, lui aussi, et ses secrets. Et aussi vraiment certaines particularités, comme le fait par exemple qu'il y a une prison dans ce parc, une ancienne prison. Donc la Barclay se déroule avec des feuilles sur le sol, sur des pentes très pentues, mais pas au milieu des hauts sommets non plus. En hiver, il pleut, il fait froid, les jours sont courts et les concurrents traversent, ils prennent un souterrain sous une ancienne prison désaffectée parce qu'on avait mis cette prison justement parce que les conditions étaient délicates et que si quelqu'un s'échappait de la prison, s'échappait en revanche de l'environnement dans lequel cette prison est implantée, c'était très compliqué. C'est arrivé, d'ailleurs, on en parlera peut-être. Et donc, voilà un peu l'endroit dans lequel se passe la Barclay. C'est très rural. Il n'y a pas de ville à proximité, ou une petite ville qui s'appelle Oak Ridge, qui est à une quinzaine de kilomètres. C'est là où, en partie, le programme nucléaire américain, le programme de la bombe atomique a été conçu. Donc voilà, évidemment, on n'avait pas mis ça dans l'endroit le plus visible, etc. Voilà, ça montre un peu, on est, si tu veux, presque un peu dans les replis des États-Unis. Je te propose de revenir un peu plus particulièrement sur ton rapport personnel à la Barclay. Est-ce que tu as le souvenir du moment où tu as découvert cette course la première fois, où tu en as parlé, et qu'est-ce que ça a évoqué chez toi? De la fascination, de l'étonnement, de la curiosité? Est-ce que tu as un souvenir de ce moment où tu as découvert la Barclay? Non, j'ai pas le souvenir précis du moment où j'ai découvert la Barclay. Je pense que j'ai dû lire des choses sur la Barclay lorsque j'étais étudiant. Peut-être quand j'ai fait mes études à Montréal, et à ce moment-là, je lisais pas mal de médias nord-américains sur l'ultra-running, sur la montagne, etc. Et donc peut-être que c'est à ce moment-là que je t'avoue que je m'en rappelle plus vraiment. En tout cas, voilà, je savais que cette course existait, j'en connaissais l'existence sans forcément être passionné par la course et très bien savoir ce qui s'y passe, parce que c'est une autre particularité de la Barclay, c'est qu'il n'y a pas de compte-rendu en direct de la Barclay, ou très peu, un peu sur Twitter maintenant, mais à l'époque il n'y avait pas de Twitter. Donc je ne sais pas. En revanche, je me rappelle d'un reportage qui a eu lieu sur Intérieur Sport de Fabien Duflo, qui est pour moi un peu l'acte de naissance de la Barclay en France. C'est vraiment lié à Fabien et grâce à Fabien aujourd'hui que cette course elle est aussi connue. À la base, c'est lui le premier à faire un vrai reportage dessus. Fabien Duflo, donc pour Intérieur Sport. Très beau 26 minutes qui m'avait complètement chamboulé, qui m'avait vraiment transporté. J'avais adoré son travail dessus. Et surtout, il mettait des images sur quelque chose que moi j'avais lu et que j'essayais de deviner un petit peu. Mais voilà, la Barclay est une course que l'on devine et que l'on ne connaît pas vraiment si on n'y va pas ou si on ne peut pas avoir de reportage dessus parce que tout y est un peu secret. Et donc, c'est un peu ce reportage-là m'avait un peu mis enfin, ça m'a un peu piqué, quoi. Et je me suis dit, tiens, cette course, quand même, un de ces jours, faudrait que j'y aille ou faudrait que je puisse faire un travail dessus. Enfin voilà, ça m'intéressait beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ton premier projet qui lui a été consacré, La Barclay sans pitié, un film de 20 minutes qui est sorti en 2018, qui a été acclamé par la critique et par le public, et qui retrace le scénario haletant de l'édition 2017 de la Barclay. Comment tout ça est né et s'est concrétisé, tangibilisé? Comment cette page blanche Alors, ce qui est un peu particulier, c'est que du coup, la Barclay sans pitié, c'est le documentaire qu'on a fait avec Alexis Berg, donc effectivement sur l'édition 2017, sorti en 2018, un an plus tard. Ce qui est particulier, c'est que moi, j'y étais pas à la Barclay cette année-là. Il y a Alexis, on se connaissait depuis quelques années. On appréciait le travail de l'un et de l'autre et on avait donc on avait commencé à faire quelques articles pour l'équipe ensemble, etc. Puis on avait commencé à évoquer des projets un peu plus vastes, un peu plus longs. Alexis m'a dit qu'il partait à la Barclay faire un travail dessus, un travail photographique. Sans m'en dire beaucoup plus, est-ce que ça m'intéressait ou pas? À l'époque, à Explore, nous, on diffuse pas de diaporama ou des choses comme ça, donc je savais pas trop le travail qu'on pourrait en faire. Mais je lui avais dit, ben, quand tu reviens, montre-moi tes photos, on verra ce qu'on peut en faire ou pas. Et éventuellement, peut-être que l'équipe MAG pourra le prendre, etc. Et quand Alexis est revenu,
il m'a présenté ses photos en noir et blanc. Je savais qu'il partait avec une approche de noir et blanc. Il voulait photographier la Barclay en noir et blanc. Euh, il se trouve qu'il y va l'année où le scénario est le plus haletant. C'est la course, l'édition la plus mythique de toutes les éditions de la Barclay. Euh, et son travail photographique, quand il me le montre, en fait, déjà, je suis bouleversé. Enfin, je trouve que les photos sont magnifiques. Le reportage est extrêmement complet. Alors, ça parlera peut-être un peu moins aux gens, mais quand on est journaliste et qu'on veut raconter une histoire, il faut que les photos elles puissent être en adéquation avec ce qu'on veut raconter. Et là, en fait, il y avait tout, quoi. C'était journalistiquement, tous les éléments étaient présents dans son reportage. C'était très complet. On pouvait en faire. Ça parlait, quoi. Il suffisait de regarder les images pour qu'on comprenne l'histoire. Et sans quasiment avoir besoin de texte. Et c'est un peu là-dessus en fait qu'on est parti finalement, puisque en voyant ces photos, d'une certaine manière, j'ai vu un film tout de suite. Ça faisait quelques années que je cherchais, on avait commencé à travailler un peu, il y avait à l'époque c'était, je dis à l'époque comme si c'était il y a longtemps, mais ça commence un peu à remonter malgré tout. Mais depuis 2 3 ans, je cherchais un beau reportage photographique à animer, je voulais faire un documentaire avec des photos. Je pensais plutôt partir vers le cyclisme. Donc j'avais commencé un peu quelques recherches dans les archives de l'équipe sur les éditions précédentes, etc. pour faire un format comme ça, un peu hybride entre la photo et le documentaire. Et il fallait que ce soit très complet pour donner l'illusion qu'il y ait de l'image. Ce que je voulais, c'est que quand on regarde le film, on ait l'impression on oublie que c'est de la photo et à un moment donné, ça parle comme une image, quoi. Et en fait, là, à mon sens, et je pense qu'Alexis était vraiment sur la même longueur d'onde quand on a commencé à évoquer l'idée qu'on pourrait en faire un film, etc., il y avait moyen d'en faire un film. Donc on a décidé de faire un film à partir de son reportage photographique, en animant, grâce au savoir-faire des graphistes avec lesquels je travaille à Explore, en animant les photos, on a donné l'illusion que c'était des images, et on a retrouvé ensuite, on est allé rencontrer le finisseur, John Kelly dont on parlait, Lazarus Lake évidemment, et le héros maudit de cette édition 2017, euh, qui du coup en fait a terminé la course avec quelques secondes de retard. 6 secondes trop tard sur 60 heures. Exactement. Et donc finalement on a décidé donc d'aller les retrouver, de les interroger et de faire un film avec une succession d'images et les protagonistes qui racontaient l'histoire. Ça donne lieu à un film de 20 minutes, effectivement, La Barclay sans pitié, qui est toujours d'ailleurs disponible sur l'équipe Explore. Allez le voir, évidemment. Après cette première expérience, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer à creuser le sillon de la Barclay et puis d'y retourner en 2019 ? Est-ce que c'est de donner envie d'en voir plus, d'en voir autrement ? Est-ce que ça a été finalement très vite une évidence que pour vous, l'angle, ça va être les finisseurs et partager leur retour d'expérience ? Alors, la première chose, c'est que déjà, tout à l'heure, je parlais tu me disais qu'est-ce qui retient votre attention à l'équipe Explore, etc., etc. Je te disais, ben, ce sont les histoires, les pas de côté. On n'a pas forcément besoin d'être dans le sport de très haut niveau. Euh, John Kelly, il est data scientist. C'est pas du tout un athlète. Enfin, c'est un très bon athlète par ailleurs, mais voilà, c'est pas il n'en a pas fait son métier. Même s'il a été un peu sponsorisé et tout, mais c'est pas un athlète pro à 100%. Et beaucoup de ceux qui terminent la Barclay sont pas des professionnels. Ça, c'est le premier truc qui nous a un peu alerté, si tu veux. C'est-à-dire, Alexis et moi, ça faisait près de 10 ans qu'on couvrait l'ultra trail ou le trail, et on avait été à plusieurs courses. On avait fait un peu le tour de la question, si j'ai envie de dire. Et surtout, on avait une base assez solide en termes de connaissance de ce sport. Et quand on regarde la liste des finisseurs de la Barclay, juste avant ou juste après cette Barclay 2017, après plutôt je pense, on connaît presque aucun nom. Il y en a peut-être un ou deux, Jared Campbell par exemple, dont on connaissait le nom parce que c'est le héros du film de Fabien Duflot dont on parlait tout à l'heure sur Intérieur Sport, et parce que c'est un mec qui a gagné la Hard Rock, des courses assez connues et tout. En dehors de ça, il y en avait très peu qu'on connaissait, et donc ça nous a un peu alertés, ça nous a intrigués. Et puis surtout, on parlait là de John qui termine, et puis du héros maudit qui, lui, ne peut pas terminer pour 6 secondes. Alors c'est un peu plus complexe que ça, mais les gens le verront dans le film. Et donc pour 6 secondes sur 60 heures, il ne peut pas terminer cette course. En fait, ça nous a passionnés parce que ça incarnait vachement bien ce qu'était un finisseur. Et quelle était cette espèce de ligne très friable sur laquelle on marche quand on est un prétendant à la Barclay.
Et d'une certaine manière, un peu comme un funambule, on peut tomber d'un côté comme de l'autre, avec la même facilité. Hein, on peut tomber du bon côté et être finisseur, et puis malgré tout, ça peut être très complexe et tout peut aller très bien, mais finalement on bascule du mauvais côté. Et, euh, et c'est ce qui arrive assez souvent. C'est encore arrivé cette année, en 2022, avec Karel Saab, par exemple, qui est aujourd'hui donc un coureur belge, qui est peut-être le principal prétendant pour devenir le prochain finisseur de la Barclay, pour qui tout allait bien, il avait de l'avance sur le temps, etc. Et finalement, boum, il a des hallucinations, il se perd dans le 4e tour, et ses espoirs s'envolent. Et donc ça nous a passionnés, quoi. Le fait de voir que on marchait sur un fil et qu'on peut tomber indépendamment, presque même du déroulé, des conditions climatiques, etc. Mais tout simplement par la gestion qu'on arrive à faire de sa course, de ses émotions, de sa fatigue, etc. On peut tomber d'un côté comme de l'autre. Et du bon ou du mauvais côté, ça nous a passionnés. Et donc, on s'est dit, ben voilà, en fait, ce qu'il faut raconter, il faut raconter la Barclay. Mais il faut la raconter autrement que que la manière dont elle est souvent dépeinte. En regardant ce film, moi en découvrant les photos d'Alexis et en allant rencontrer les protagonistes de cette histoire, je me suis assez vite rendu compte que la Barclay était bien plus complexe que l'histoire et la manière dont on la caricature un peu. Euh, Elle est souvent vue comme étant une sorte d'enfer, comme une course impossible, comme un défi que Laz prendrait plaisir à organiser pour voir des coureurs souffrir, etc., etc., parce qu'en plus il est très sarcastique. Et en fait, c'est bien plus complexe que ça. C'est pas du tout un enfer, et Laz n'est pas du tout une espèce de petit diable qui manipulerait comme ça les coureurs. En fait, c'est vraiment un défi très intelligent, et d'ailleurs, le profil des finisseurs a fini par le prouver d'une certaine manière quand on les a retrouvés. Et on sentait qu'il y avait une profondeur, qu'il y avait quelque chose qui était assez peu expliqué, qu'il y avait une moelle un peu inconnue ou en tout cas invisibilisée de cette Barclay. Et donc c'est derrière ça qu'on a couru aussi. Donc derrière les finisseurs évidemment, mais on voulait raconter une autre histoire de la Barclay par le biais de ceux qui l'ont terminée. Finalement, on s'est dit qui est plus à même de parler de la Barclay, de raconter la Barclay que ceux qui l'ont terminée. C'est un peu un... Si tu veux, il y a quelque chose d'un peu particulier habituellement dans le sport, et surtout en ultra-trail, le récit que l'on fait des courses, c'est souvent ceux qui la remportent ou au moins ceux qui la finissent qui en parlent. On va assez peu voir ceux qui ont abandonné pour nous raconter un peu la course. À la Barclay, c'est ce qu'on fait, puisque de toute façon, les finisseurs sont des anomalies. Donc tous ceux qui parlent de la Barclay sont des gens qui ont échoué. Et donc qui, par définition, peut-être n'ont pas compris la Barclay jusqu'au bout, ou à minima en tout cas, n'ont pas vécu l'expérience pleine de la Barclay. Et nous, on voulait des gens qui ont vécu l'expérience pleine de la Barclay, qui ont fait un 4e tour, qui ont fait un 5e tour, ce qui est très rare. Qui l'ont fini plusieurs fois et pour qui certains aussi. parfois l'ont fini plusieurs fois, et qui donc avaient ce petit supplément, je ne vais pas dire d'âme, mais en tout cas dans le récit, il y avait des choses qu'on n'avait pas encore entendues. On était assez persuadés qu'on entendrait des choses qu'on n'aurait pas encore entendues. Est-ce que ces finisseurs, tu les sentais encore émus et à vif? Enfin, est-ce que l'émotion était encore palpable dans leur façon de raconter et de partager cette Barclay, ou est-ce que finalement ils avaient la tête très froide, ils avaient post-rationalisé complètement cette course et finalement assez détachés? On va l'entendre, je pense, dans tes mots, mais c'est des profils relativement analytiques tous. Ils ont un certain background scientifique, d'ingénieur, etc., qui est peut-être un trait commun qu'on peut leur trouver. Complètement. Est-ce que ça se traduit aussi émotionnellement dans la façon dont eux, ils te livrent leur Barclay? Où il y a de tout. Il y a eu un peu de tout. Il y a eu de tout. Voilà. Il y a des gens qui nous ont reçus, se sont confiés à nous comme ils ne l'avaient encore jamais fait. Je pense à Nicolone, par exemple, qui est le plus jeune coureur à avoir terminé à Barclay. Quand il termine à Barclay, il a 21 ou 22 ans, je pense. Enfin, c'est très jeune, ou 23 ans. Enfin, voilà, vraiment très, très jeune. Et Nick, en fait, après la Barclay, il a traversé des moments de dépression. Il a été gravement malade. Il a dû être opéré du cœur, etc. Et alors que la Barclay est un peu son summum, son climax de sa carrière de coureur, qui signe un contrat avec un équipementier, etc., il doit presque arrêter la course à pied. Et donc, il a à peine arrivé, entre guillemets, au sommet, à une époque où la Barclay commence à offrir une petite renommée aux coureurs. Bien lui, tout s'arrête. Et donc, Nick était très ému. Il nous a même, d'ailleurs, c'est curieux, il nous a reçus chez lui.
Il était assis sur un canapé, on aurait presque dit une séance de psychanalyse, c'est lui qui nous l'a souligné à un moment donné, quoi. Il avait besoin de se confier. Ça, il n'avait jamais parlé de son rapport à la course à pied qui est très complexe. Lui, c'est quelqu'un qui clairement courait et faisait de l'ultra pour se faire mal, parce qu'il était mal dans sa peau, parce qu'il était mal dans son corps, parce qu'il a eu des problèmes de famille dans sa jeunesse, etc. Et donc, lui, il avait cette approche-là. C'est une approche rare, finalement. C'est-à-dire qu'il correspond peut-être un peu davantage à l'image que l'on peut avoir des finisseurs de la Barclay et à ce que je disais tout à l'heure, l'image d'Épinal qu'elle peut véhiculer, cette course, à ce à quoi on s'attend de la part d'un finisseur. Un mec qui y va pour se faire mal. Mais en fait, la course est beaucoup plus complexe que ça. Et pour un Nick, il y a 10 coureurs qui, effectivement, comme tu le disais, eux sont des animaux de sang-froid et sont plutôt ingénieurs, doctorants en sciences, en chimie, etc. Il y a un glaciologue, il y a un ingénieur en physique nucléaire, il doit y avoir 5-6 ingénieurs, j'ai oublié exactement le nombre, mais il y en a énormément. Et donc il y a effectivement une grosse dizaine sur les 15 qui a un background scientifique et qui a davantage une personnalité plutôt analytique, comme tu le disais, un esprit plutôt cartésien, et qui du coup approche froidement la Barclay comme une énigme à résoudre, comme un problème à résoudre. C'est aussi pour ça que les ingénieurs, si tu veux, ils réussissent si bien à la Barclay, et que les coureurs, habituellement les grands coureurs, les coureurs professionnels, certains coureurs pros sont allés à la Barclay, n'ont pas réussi la Barclay, parce que, on peut prendre l'exemple encore là de Courtney Dauwalter, par exemple, qui est la meilleure coureuse du monde et peut-être de l'histoire du trail, qui est allée à la Barclay, qui n'a pas encore réussi jusqu'à présent. 2 tours l'année dernière et un tour cette année. Voilà, alors qu'elle est capable de réussir normalement la Barclay, Courtney. Elle l'a dans les jambes, elle finit 7ème de l'UTMB, il n'y a jamais eu en soi, intrinsèquement, une aussi bonne coureuse ou un aussi bon coureur à la Barclay. Mais c'est plus complexe que ça. La Barclay, certains disent que c'est une énigme à résoudre. Qui est en mouvement en plus, je pense. Enfin, c'est une énigme évolutive. Une énigme évolutive. À chaque tour, on pose de nouveaux problèmes, etc. Un ingénieur, c'est son métier de résoudre des problèmes. Il est entraîné pour ça, psychologiquement, mentalement. Certains finisseurs nous l'ont dit. Et c'est ce qui, je pense, leur permet de finir la Barclay. C'est qu'ils comprennent que ça va au-delà du sport, que c'est une course qui n'est pas seulement un exploit sportif. Alors, entendons-nous bien, n'importe qui ne peut pas finir la Barclay, il faut être un bon coureur pour finir la Barclay. J'ai envie de dire même qu'il faut devenir un athlète pour finir la Barclay. Il ne faut pas forcément être un athlète à la base, mais il faut s'entraîner pour le devenir. Il faut se donner 2, 3, 4 ans, peut-être davantage même, pour devenir un athlète, pour avoir une préparation physique qui nous permette de tenir le coup. Mais ce qui va vraiment compter après, une fois qu'on a la caisse, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire de cette énigme à résoudre. Comment on peut s'adapter à, comme tu disais, aux mouvements et aux nouveaux problèmes qui nous sont posés à chaque tour. Est-ce que cette phase de préparation, justement, de ce que tu as pu recueillir comme témoignage, tu as le sentiment que ça fait partie intégrante? Enfin, est-ce qu'à un moment, c'est une souffrance et une contrainte où ils le vivent comme pas absolument pas comme tel, et finalement, ça fait partie du jeu et c'est déjà la Barclay qui commence? J'imagine que les cycles de préparation, c'est quasiment continu, c'est-à-dire que quand on termine une, tu prépares déjà la prochaine, ou quand tu te lances dans le projet, tu passes ton année à faire ça. Est-ce que tu es déjà dans ta Barclay et est-ce que eux le ressentent comme une contrainte? Si tu veux, c'est un peu, je pense qu'il y a quelque chose qui se rapproche un peu de la vie d'un artiste. Il y a un finisseur qui nous a dit, la Barclay, le week-end de la Barclay, quand on va là, alors maintenant c'est plus forcément le week-end, mais en tout cas les 3 jours de la Barclay, quand on y va, c'est la fin. En fait, le projet Barclay, il est terminé. Et donc normalement, ça doit être un peu comme la représentation pour un acteur ou quelque chose comme ça. Tout le travail, il est fait en amont. La répétition, elle se fait en amont. Et normalement, c'est que le plaisir ce week-end-là. En fait, on doit dérouler le plan que l'on s'est fixé. Et donc, effectivement, entre guillemets, la souffrance, elle vient avant. Les mois d'entraînement, etc., ils viennent avant. Bon, c'est pas aussi simple que ça quand on est au cours du week-end, mais il faut s'être conditionné mentalement pour être capable de reproduire les pires choses que l'on a essayé à l'entraînement lors de ce week-end-là. C'est sûr que si on y va et qu'on pense que tout va bien aller, etc., qu'on s'entraîne comme pour une autre course, pour avoir un plan de course prédéfini, ça va être complexe. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est de passer d'un plan à l'autre. Et donc pour beaucoup, oui, si tu veux, la préparation elle est très longue. C'est ce qui est dur à la Barclay. C'est une course d'endurance, pas seulement pendant la course, mais aussi pendant la préparation. Donc c'est des mois et des mois, parfois des années de travail, parce qu'on réussit assez rarement du premier coup. À la Barclay, ça veut dire que pendant 2, 3, 4 ans, certains ont réussi au bout de 10 ans. On doit être capable
de s'entraîner pour. C'est une course, comme on le disait tout à l'heure, qui fait 220-230 km, donc il faut une caisse. Donc il est hors de question de commencer l'entraînement 3 mois avant. Ça commence bien longtemps avant. Et donc, pour beaucoup, effectivement, les gros efforts, ils sont faits en amont. Mais c'est aussi ce qu'ils aiment. Jared Campbell, tu demandais, est-ce que pour eux, c'est du plaisir ou est-ce que... Enfin voilà. Jared Campbell, qui est donc le recordman de victoire à la Barclay, alors de finish à la Barclay, qui l'a terminé 3 fois. Jared, lui, il nous racontait justement le plaisir qu'il avait. Il y avait beaucoup de malice quand il nous racontait ça et on sentait un peu l'émotion. Il y avait quelque chose de fondamental aussi pour lui de se repréparer pour la Barclay. Il nous disait que lui, il préfère l'entraînement à la Barclay que la course en elle-même. Ce qu'il aime, c'est sentir l'appel du corps. C'est sentir l'appel de la course. Il dit, quand arrive l'automne, quand les jours commencent à raccourcir, etc., je sais que, l'entraînement à la Barclay commence. Il y a comme quelque chose d'un peu mystique. Il se sent un peu comme appelé par cette course, et là, il sait que la préparation commence. Est-ce que tu sens que ces finisseurs, ils vivent dans cette peau de finisseur 365 jours par an? Est-ce que c'est quelque chose qui les détermine fondamentalement? Je pense pas. Je pense que la course les habite. Ça, c'est une certitude. Après, voilà, c'est aussi des gens qui font d'autres choses dans leur vie. Et peut-être que, d'ailleurs, ça, on en a peut-être un peu moins parlé avec eux, mais leur capacité à se détacher aussi, à réussir malgré cet entraînement qui vous poursuit et cette quête qui vous habite, avoir des moments où on pense à autre chose, où on fait autre chose, etc. Je pense que c'est extrêmement nécessaire et peut-être que eux parviennent à le faire. Peut-être que beaucoup continuent à travailler, par exemple. Hein, on parle là d'athlètes qui ne sont pas des athlètes professionnels, on dit que ce sont des ingénieurs, ce ne sont pas des gens qui ont eu une carrière d'ingénieur, qui ont tout arrêté pour la Barclay, quoique, on va le préciser. Mais voilà, ce sont des gens qui ont une vie de famille, ce sont des gens qui ont un métier, etc., qui continuent à le faire et qui ont donc d'autres choses dans la vie, etc. Maintenant, je pense que c'est une quête, c'est sûr. La Barclay, c'est une quête. Et donc, l'objectif de finir la Barclay les habite à plus ou moins long terme, mais ça les habite. Et donc, ils sont capables, le soir très tard ou le matin très tôt, d'aller s'entraîner dans des conditions parfois difficiles. C'est-à-dire que ce sont des gens qui finissent par prendre goût aux conditions les plus dantesques qui soient pour se préparer à la Barclay. Il n'y a rien de tel que d'aller courir dans la neige, il n'y a rien de tel que d'aller courir dans le froid, il n'y a rien de tel que d'aller courir sous l'eau. Et je pense que ce sont des gens qui aiment ce défi, c'est-à-dire que la complexité de la Barclay finit par devenir pour eux leur plaisir. Et leur capacité, l'acculturation qu'ils arrivent à développer aux conditions difficiles et leur capacité à surmonter ces conditions, je pense que c'est effectivement un moteur pour beaucoup d'entre eux. Il y en a beaucoup qui nous racontaient avec, là encore, malice et un plaisir non fin, leur conditionnement, je parle vraiment de conditionnement, des coureurs qui arrivent à l'avance à Frozenhead, donc on est dans un parc naturel en altitude, comme je le disais tout à l'heure, en hiver. Il y a une rivière qui coule juste à côté du camp et un finisseur nous racontait que lui, il est venu plusieurs semaines à l'avance et qu'il se trempait, il s'était interdit de prendre des douches chaudes depuis plusieurs mois, au moment où son entraînement à la Barclay avait commencé, et qu'il est allé même au-delà de ça quand il est arrivé au camp. Quelques semaines avant la Barclay, il arrive au camp et tous les jours, la seule douche qu'il s'autorise, alors qu'il y a des sanitaires, la seule douche, le seul bain qu'il s'autorise à prendre, c'est dans la rivière gelée. Donc il se trempe tous les jours pour se laver dans une rivière froide parce qu'il sait qu'il va devoir surmonter des moments où son corps va souffrir, il va devoir surmonter en fait le désagréable. Il va devoir surmonter l'inhabituel. Il va devoir surmonter tous ces messages que le corps envoie habituellement et qui poussent normalement chacun d'entre nous à abandonner, à ralentir, à revoir un peu le plan initial. Et bien ces gens-là, ils s'entraînent, ils se conditionnent à continuer coûte que coûte, quoi que le corps en dise et quelles que soient les conditions. Est-ce que tu perçois chez les finisseurs comme les coureurs plus globalement une espèce de socle commun de motivation? Pour quelles raisons ils sont là et qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce que c'est vraiment une quête individuelle ou est-ce qu'il y a quand même des faisceaux convergents de motivation, se prouver des choses, sortir d'une période difficile de vie, enfin d'autres critères? Alors on parlait de Nicolone qui lui, à ce moment-là, il était dépressif, il se cherchait, il sortait de l'adolescence, il a fini la Barclay très jeune, il avait une vingtaine d'années. Donc lui, clairement, il avait besoin de se prouver, et il nous l'a dit texto, ce sont vraiment ses mots, il avait besoin de se prouver que ça valait la peine de vivre. Pour lui, finir la Barclay, c'était devenu quelque chose de vital. Voilà, il fallait qu'il s'accomplisse dans quelque chose et il avait décidé de s'accomplir dans l'ultra-running. Il a fait plusieurs courses, a eu assez vite un bon niveau. Parce qu'il était dépressif, sa seule bouée, c'était l'ultra-running et c'est devenu aussi la Barclay. Finir la Barclay était devenu vital, autant que de respirer, comme il nous le disait.
Donc ça, encore une fois, c'est un profil qui existe. Je pense qu'il faut que la Barclay devienne nécessaire. Et finir la Barclay doit devenir effectivement nécessaire. Plus nécessaire que d'autres choses. Finir une course, c'est toujours intéressant pour plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui se préparent à ça. Mais pour eux, il y a souvent un enjeu. Ils arrivent souvent, là encore, à se conditionner pour que cela devienne quasiment impossible, inenvisageable pour eux de ne pas aller au bout. On peut prendre un autre exemple, Travis Wildebourg, qui court d'ailleurs à la même époque là, que Nicolone. Travis Wildebourg, lui, il avait une maison avec sa compagne et il l'a choisi, enfin en tout cas il a dit à sa compagne, bah, si je veux finir la Barclay, il avait échoué une première fois, une deuxième fois, si je veux finir la Barclay, euh, mettons la maison en location, vivons dans un camping-car pendant 1 an pour que au moment où j'aurai envie d'abandonner, je puisse me dire non, je ne vais pas repasser ce même hiver dans un camping-car, dans la promiscuité, dans des conditions délicates, etc. Remettre ma compagne aussi dans ce mode de vie-là, etc. à cause de moi. Voilà, il fallait que terminer la Barclay devienne nécessaire. Et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Jared Campbell, lui, il termine la Barclay et en même temps, il vient de démolir sa maison pour la reconstruire de A à Z. Il est prêt. Enfin, ils sont tous lancés dans des espèces de projets comme ça un peu complexes et ils essayent de se mettre si tu veux, des espèces de quêtes aussi personnelles à côté qui font qu'ils ne peuvent pas abandonner au moment où ils ont envie d'abandonner, où le corps leur demande d'abandonner. Mais voilà, ça, c'en est certain. La majorité d'entre eux, c'est quelque chose de très personnel. C'est se prouver à soi. Il faut dire une chose, c'est qu'il n'y a rien à gagner à la Barclay. On me demande souvent pourquoi ils font tout ça, ces mecs-là. Qu'est-ce qu'ils viennent gagner? En général, vous n'êtes pas attendu à la sortie de Frozenhead par le plus grand sponsor de course à pied du monde qui vient vous dire t'as fini la Barclay, voici un gros chèque pour devenir athlète sponsor, quoi. Tu gagnes pas de chèque à la Barclay, tu gagnes même pas un t-shirt, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de courses où on gagne un t-shirt de finisher. À la Barclay, on gagne pas de t-shirt de finisher. À la Barclay, on gagne une poignée de main de Laz et la satisfaction personnelle d'être allé au bout d'une course que personne ou presque personne ne finit. Est-ce qu'il pourrait y avoir presque une influence négative de la Barclay, dans le sens, cette dimension addictive ou peut-être psychiatrique, l'impact qu'elle peut avoir sur les coureurs, cette dimension obsessionnelle? Est-ce que c'est aussi un côté, je sais pas si c'est pervers, mais en tout cas plus sombre de ce que peut être la Barclay et de l'intérêt que les coureurs peuvent lui porter, qui n'arrivent finalement pas à s'en défaire, et puis ils reviennent année après année jusqu'à y arriver ou échouer à nouveau? Honnêtement, je suis pas sûr que courir la Barclay et la finir relève de la psychiatrie. Tu as utilisé le mot psychiatrique. Honnêtement, je pense pas qu'il y a c'est psychiatrique. Sauf là, on prend l'exemple d'un coureur dépressif. Alors peut-être que c'est une erreur de ma part de le mettre en avant, puisque beaucoup d'autres sont très normaux. Hein. Ils sont très normaux dans leur anormalité, évidemment, parce qu'ils se sont donné une quête presque inatteignable. Mais ce sont des gens comme vous et moi, et ce qui nous a marqué aussi en les rencontrant, c'est que ce sont des gens très normaux. Donc je ne suis pas sûr qu'il y a un côté pervers à la Barclay. Peut-être que le côté le plus pervers à la Barclay, ce serait d'être un étalon inatteignable et justement peut-être que certaines personnes peuvent y aller avec de mauvaises motivations. Peut-être que certains peuvent y aller pour se tester. Peut-être que certains peuvent y aller pour justement se faire mal. Je pense que là, c'est mécomprendre la Barclay, comme je disais tout à l'heure. On va à la Barclay pour résoudre un problème. C'est presque c'est un puzzle, c'est presque une épreuve psychologique, c'est presque une épreuve mentale. En fait, c'est un peu un jeu d'échecs. Tu vois, il y a un des finisseurs qui est aussi un champion de Rubik's Cube, par exemple, on le raconte dans le livre. Bon, voilà, ça relève de c'est du sport mental presque un peu. Hein. Et donc, je pense pas que y ait un côté pervers là-dedans. Chacun trouve ses bouées de sauvetage et chacun essaye de s'accomplir dans des domaines qui sont plus ou moins communs d'une certaine manière. Mais il y a combien de personnes qui courent des marathons? Il y a combien de personnes qui vont faire de la haute montagne ou qui font du ski en risquant aussi leur vie, etc. Enfin voilà. C'était pas tant le coureur, c'était plus l'influence, tu vois, finalement, l'héritage et le truc presque irrationnel de cette course qui devient une obsession, comme pourrait l'être aller trouver le Graal. Enfin, tu vois, ce genre de choses où finalement, c'est pas tant les gens qui sont leur état d'esprit à eux qui est à mettre en cause, mais finalement, la Barclay qui crée cette espèce de dépendance, de fantasme absolu de s'y accomplir et idéalement la réussir. Ce qui est certain, c'est que dans ce sport, il n'y a pas de course comme la Barclay, elle a été un peu copiée parfois. Je pense que pour toutes les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, l'environnement dans lequel elle se passe, le moment dans lequel elle se passe, la personnalité de l'organisateur, etc., on ne peut pas copier la Barclay, on peut essayer de l'imiter, mais on ne peut pas la copier. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'elle est devenue dans ce sport ce que moi j'appelle une classique. Là aussi, c'est peut-être ma déformation de journaliste à l'équipe, etc. Mais
j'aime bien en fait considérer que cette course finalement elle n'est pas si anormale que ça et que c'est une classique et qu'elle est différente et que un peu comme Paris-Roubaix, comme je disais tout à l'heure, ou le Tour des Flandres, eh bien, elle a sa spécificité, c'est devenu une classique et donc, comme dans le cyclisme, c'est devenu une forme d'idéal à atteindre. En tout cas, c'est sûr que ça marque une carrière. Euh, oui, ça marque une carrière avec des règles un peu particulières. Certains peuvent avoir des motivations différentes, mais oui, je sais pas. Franchement, j'ai du mal à répondre à ta question. Sur la ligne de départ, est-ce que les coureurs que tu as observés, est-ce que tu vois des gens qui y croient, qui pensent que c'est possible, tous, ou est-ce que certains sont, ou la plupart, ou la totalité sont bouffés par le doute et l'angoisse de se lancer? Ça, c'est rigolo. C'est vrai alors en ultra, notamment en trail, peut-être pas tout le temps, mais en ultra, il y a beaucoup d'angoisse au départ d'une course. On voit beaucoup de gens qui se demandent un peu ce qui va leur arriver. Est-ce que le ciel va me tomber sur la tête? Est-ce que je vais tenir jusqu'au bout, etc. Évidemment, à la Barclay, c'est encore décuplé parce que les chances d'aller jusqu'au bout, elles sont très restreintes. Et les chances qu'il vous arrive quand même des problèmes. Quand je dis des problèmes, ça reste. Il n'y a jamais eu de blessés graves, par exemple, hein, sur cette course. Il y a eu des blessés graves, voire même des morts sur d'autres courses. À la Barclay, c'est jamais arrivé. Hein, donc, faut rester aussi un peu. Voilà, à savoir raison garder aussi quand on dépeint cette course comme une forme d'enfer, etc. Oui, ça se passe sur des pentes très raides et tout. Dans un univers, c'est non balisé, etc. Donc en général, vous allez vous griffer, vous allez chuter, vous allez tomber, vous allez vous perdre. Et donc ça suscite plein d'angoisse. Maintenant, pour répondre à ta question, je pense que certains ont cette angoisse, savent qu'il faut passer par là pour aller au bout, et donc ont clairement l'objectif d'aller au bout, même si en soi, ils savent qu'ils ont extrêmement peu de chances d'y aller. Et puis, parmi les finisseurs, je pense qu'aucun finisseur n'a pris le départ de la course sans se dire qu'il irait au bout. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse aller à la Barclay sans être persuadé qu'on va aller au bout. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la Barclay, c'est une course qui vous envoie sans arrêt des signaux pour vous dire abandonne, ça ne sert à rien. Tu vas être battu par la course elle-même. Pourquoi te faire encore mal? Pourquoi dépasser ce stade où tu ne sens plus ton corps? Pourquoi continuer à te griffer? Pourquoi continuer tout ça? Pourquoi courir en pleine nuit, sous la pluie, une pluie glaçante, etc. Ces messages-là te seront envoyés quoi qu'il arrive. Jonathan Bacham, un des finisseurs qu'on a rencontré, disait en fait, ça sert à rien d'espérer qu'il ne pleuve pas à la Barclay, par exemple. Ou ça sert à rien de redouter la pluie ou de redouter l'humidité. Il va faire mauvais. À la Barclay, il fait toujours mauvais. Elle est organisée à la sortie d'hiver, l'un des week-ends les plus pluvieux de l'année dans le Tennessee. C'est fait exprès. Il va pleuvoir, il va faire froid, il y aura probablement du brouillard, etc. Donc, tout simplement, il faut faire fi de tout ça et avoir confiance en sa capacité à justement surmonter les difficultés. Et tous ces mecs-là sont mus par cette certitude au moment où ils prennent le départ, je pense, que quoi qu'il se passe, ils continueront. Même si ça ne se passe pas toujours comme ça, même si finalement le corps finit par les vaincre ou la tête finit par abandonner. Mais on ne peut pas aller au bout de la Barclay en se disant « Bon, si tout va bien, j'irai au bout. » C'est lancé. En fait, quoi qu'il se passe, j'irai au bout. Peut-être que parfois on se berce d'illusions, mais il faut partir comme ça. C'est une épreuve qui peut être perçue comme individuelle, or la dimension collective, elle est assez centrale. Est-ce que s'unir, c'est aujourd'hui la seule chance de réussir à finir la Barclay? C'est pas la seule chance parce que certains coureurs, comme Jared Campbell, comme Brett Mooney par exemple, qui est aujourd'hui le record de la course, qui l'a fini 2 fois. Jared Campbell l'a fini 3 fois. Sur ces 3 finishes, il y en a 2 où il est avec quelqu'un et il y en a un où il est seul. Et Jared a montré qu'on pouvait finir la Barclay seul. Maintenant, s'unir pendant au moins un certain temps, c'est la certitude de minimiser les erreurs. Comme on disait tout à l'heure, la course joue contre vous et à chaque tour, à chaque virage, à chaque instant de la course, il y a une énigme à résoudre, il y a un livre à trouver, il y a une règle à respecter, il y a des difficultés comme ça à surmonter. Et donc, s'unir, c'est réduire la marge d'erreur. Parce que quand vous êtes deux à réfléchir, quand vous êtes deux à juger les actions que vous êtes en train de faire, ben vous limitez votre chance de vous tromper, puisque si vous le faites, l'autre peut intervenir. Donc, pendant un certain temps, mieux vaut s'unir avec quelqu'un quand même qui court à votre rythme, mais c'est pas si facile que ça, parce que évidemment, en fait, on ne peut pas perdre de temps à la Barclay. 60 heures, ça paraît large, mais pour faire 3 ascensions du Mont Blanc et 220 et quelques kilomètres sur des pentes extrêmement glissantes et raides, c'est pas du tout facile, c'est pas aisé, 60 heures du tout. Donc en fait, malgré tout, même si c'est à long terme, on court quand même contre la montre, et donc il faut trouver quelqu'un qui soit capable d'aller à votre rythme.
mais aussi quelqu'un qui puisse effectivement intervenir en cas d'erreur. Donc je pense que c'est maximiser ses chances de pouvoir aller au moins le plus loin possible que de s'unir. C'est pas obligatoire, on peut terminer la Barclay sans s'unir, mais ceux qui l'ont fait sont quand même des coureurs qui sont déjà assez hors normes, qui avaient une connaissance déjà de la course, et donc mieux vaut quand même essayer de s'unir. Les expériences des finisseurs sur la course, elles ont été évidemment assez hétérogènes. Est-ce que tu considères qu'il y a autant de chances, ou est-ce que l'histoire dit qu'il y a autant de chances de réussir à sa première tentative qu'à sa 10e? Mais dit autrement, est-ce qu'il y a une courbe d'expérience qui paye? Complètement. Il y a clairement une courbe d'expérience, c'est la fameuse connaissance dont je parlais à l'instant. On peut finir la course du premier coup, même si ce n'est pas arrivé depuis longtemps. La course, comme je disais, à chaque fois que quelqu'un la termine, elle évolue. L'AS, il la complexifie, ou si ça fait quelque temps qu'elle n'a pas été réussie, ben, il va changer un petit passage. Chaque année, il fait évoluer le parcours de façon marginale ou un peu moins marginale selon les moments. Quand il sent que le niveau augmente trop et qu'il risque d'y avoir trop de finisseurs, vu que le concept de la course est de rester aux limites de ce qui est possible par un coureur, il s'attache à ça et donc il fait évoluer le parcours. Et donc, je pense que les chances sont extrêmement infimes de la terminer du premier coup, et que du coup, effectivement, la connaissance de la Barclay est importante, du parcours en lui-même. Même si le parcours évolue, si vous connaissez une bonne partie du parcours, vous avez moins de chances de vous tromper. Et l'autre truc aussi, c'est la culture. On oublie souvent, depuis tout à l'heure, on parle d'une course comme ça, en expliquant qu'elle est particulière, qu'il y a plein de règles. On ne les a pas forcément toutes décrites ici d'ailleurs, mais ce qui fait le sel de la Barclay, c'est tout son à côté. C'est la façon dont elle est construite, c'est son concept en lui-même, c'est toutes les règles qui la régissent, et c'est aussi la communauté qui y participe, parce que c'est une course à laquelle les gens participent en général plusieurs fois. Il y a certaines figures qui sont très connues à la Barclay, qui reviennent tous les ans. À la base, c'est un peu une bande de potes qui vient là s'amuser dans les bois, quoi, et qui donne lieu, sans s'en rendre compte, à l'une des plus grandes courses ultra-trail du monde. C'est un peu ça l'histoire de la Barclay. Et donc, je pense qu'on ne peut pas finir la Barclay sans entrer en contact avec des gens qui l'ont déjà couru. Je pense qu'on ne peut pas finir la Barclay, par exemple, sans maîtriser un peu l'anglais. C'est très complexe aujourd'hui pour un coureur français, par exemple. C'est arrivé, il y a beaucoup de Français qui l'ont fait. On sait que les Français ne sont pas toujours les meilleurs en langue. Bien, l'AS, au début de la course, il donne une espèce de cahier des charges à suivre, avec des indices, mais un peu farfelus. À la LAS, qui sont mi-humoristiques, mi-vrais. Il joue avec vos nerfs. C'est le concept de la course, autant par les règles, autant par la physionomie de la course en elle-même, que par, y compris les consignes qu'il donne. Et donc, il faut savoir un peu lire entre les lignes, avoir une petite maîtrise de l'anglais. Il faut avoir fait la démarche de comprendre la course de façon un peu plus large que son simple concept, d'avoir échangé avec des finisseurs, comment ils ont fait, quelles sont leurs recettes, d'avoir échangé avec des gens qui viennent régulièrement, y compris s'ils ne l'ont pas terminé, c'est quoi les spécificités du terrain, etc. etc. C'est une course qui demande une acculturation. C'est une course qui demande aussi un travail personnel pour s'y intéresser. J'ai presque envie de dire qu'il faut un peu faire ses devoirs avant d'aller à la Barclay. Pourquoi y revenir quand on l'a fini déjà? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre puisque je ne l'ai jamais terminée. mais évidemment, c'est une question qu'on a posée aux finisseurs, et que d'ailleurs, beaucoup de finisseurs uniques, ceux qui n'y sont pas retournés ou qui ne l'ont jamais reterminé, parce qu'il y a aussi beaucoup de finisseurs qui y sont retournés sans jamais réussir à la terminer une deuxième fois. Beaucoup de finisseurs nous ont dit je ne sais pas pourquoi par exemple Jared Campbell continue d'y aller alors qu'il a terminé 3 fois et essaye de le terminer une 4e fois. C'est une épreuve si particulière. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, ces gens-là, ils y vont pour des motivations qui sont extrêmement personnelles, extrêmement profondes. Il y a presque un peu un appel de cette course, c'est la satisfaction. Là, on y va pour ne rien gagner, si ce n'est de l'estime de soi. Si ce n'est la certitude d'être capable, lorsque la vie fait front, lorsque la vie part de travers, de faire front. Et de déjouer parfois les pronostics aussi, de surmonter des épreuves extrêmement compliquées. Et chacun de nous, dans différents pans de notre vie, on est un jour confronté à des difficultés. On a à un moment le sentiment que notre vie se délite sous nos pieds, etc. Et je pense que ce sont des gens qui y vont pour aussi s'entraîner et avoir la certitude qu'ils feront front quoi qu'il arrive, quoi qu'il leur arrive. Et donc ils y retournent tout simplement parce que ils continuent d'être mus par cette volonté d'être sûrs d'eux-mêmes.
et sûrs de pouvoir continuer à avancer quoi qu'il arrive dans leur vie, comme en course à pied, je pense. Je pense que c'est vraiment ça, hein, c'est quelque chose de très personnel, la motivation. La Barclay, elle est intimement liée à son incarnation, qui est Laz avec sa barbe, pour ceux qui ont déjà croisé des photos de lui, d'Alexis, j'espère. Est-ce que c'est une course qui peut lui survivre sans être oiseau de mauvais augure? Alors là, c'est une autre question qu'on nous pose à chaque fois. Vraiment, c'est marrant parce que du coup, on a fait la Barclay sans pitié, on a fait plusieurs projections, on a fait le livre, on a rencontré des lecteurs, là, on a fait l'adaptation du livre en documentaire, on a fait aussi des projections. Et à chaque fois, on fait des petites questions-réponses à la fin de nos projections, de séances de signature, etc. Et je pense qu'il n'y a pas eu une projection où on ne nous a pas posé la question. Est-ce que la Barclay peut survivre à Laz? Est-ce que le jour où Laz ne sera plus là, c'est pas quelqu'un qui est tout jeune, hein, euh, est-ce que cette course peut lui survivre? J'ai du mal aussi à répondre à cette question. Je pense que oui, mais ce qui est certain, c'est que une part de l'âme de la Barclay disparaîtra parce qu'il en est aussi un peu le garant. Lui dit qu'il a déjà choisi son successeur, il n'a pas dit qui c'était. C'est certainement l'une de ces personnes dont on parlait tout à l'heure. Je disais qu'autour de lui, il y avait une petite communauté qui était là depuis des années, qui revenait tous les ans, des amis de Laz en partie, les enfants des amis de Laz, puisque la course est née en 86, donc ceux qui étaient tout jeunes quand la course a été créée aujourd'hui sont des adultes, ont même parfois des enfants, etc. Et ces gens-là souvent se retrouvent, c'est le week-end dans l'année où ils se retrouvent. Il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui viennent courir avec eux, mais c'est un peu leur week-end de potes qu'ils ont ouvert un peu au monde entier aujourd'hui. Et donc, il y a cette petite communauté au coin du feu. Probablement que le successeur de Laz est parmi eux, euh, selon sa volonté en tout cas. Ce qui est à peu près certain, c'est que contrairement à d'autres courses, je ne pense pas qu'un jour la Barclay puisse être rachetée, par exemple, hein, par une autre épreuve, intégrer un circuit un peu plus régulier, etc. Je crois que ça restera, en tout cas dans les prochaines années, dans les 10-20 prochaines années, si jamais il y a effectivement un successeur choisi par Laz, ça restera cette course à part. Euh, je pense que la course ne pourra pas s'arrêter dans la mesure où elle est devenue aujourd'hui un vrai phénomène mondial dans ce sport qui est l'ultra trail, qui s'est généralisé, qui est de plus en plus populaire, etc. Donc ça me paraît inenvisageable que la Barclay s'arrête. Euh, la Barclay changera, en revanche. Qu'est-ce que cette expérience à la Barclay et puis ces rencontres, surtout que tu as connues, elles ont changé pour toi? Est-ce que c'est le regard sur la course à l'évidence, mais est-ce que c'est aussi une compréhension plus large de la discipline et de l'ultra-running, pas de la montagne? Est-ce que c'est des leviers psychologiques qui s'actionnent face à ce type de défi? Est-ce que c'est d'autres choses? Qu'est-ce que ça t'a finalement appris? Déjà, ça m'a appris à ne pas être trop péremptoire par rapport à ce que je considérais comme étant du sport et du sport de haut niveau. Ça, mais je pense que je l'ai déjà répété pas mal depuis le début, mais moi, tout en étant à l'équipe, je déteste en fait les discours tout fait sur ça, c'est une vraie course, ça, c'en est pas une, ça, c'est du haut niveau, ça, c'en est pas vraiment, etc., etc. En fait, je pense que toutes les épreuves sportives, aussi basiques soient-elles, ont un intérêt parce qu'elles racontent aussi des histoires ou elles permettent de raconter des histoires et puis elles permettent à certaines personnes de s'accomplir. La Barclay a quelque chose d'unique et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, si tu veux. C'est que justement, tous les coureurs viennent chercher quelque chose qui leur est très personnel dans une épreuve, quelle qu'elle soit. Peuvent avoir un sentiment d'accomplissement, quel que soit le niveau qui est le leur. Et là, il tient énormément à ça. La Barclay est une course unique parce que il ne s'agit pas d'un tirage au sort, il ne s'agit pas non plus d'une sélection des meilleurs coureurs qui peuvent prendre le départ comme dans certaines autres épreuves. La Barclay, c'est une lettre de motivation qu'on envoie à l'organisateur un jour précis dans l'année et c'est lui qui choisit. Et alors ça peut paraître très arbitraire, ça l'est, il le revendique à 100%, mais il le fait parce que justement il a à cœur que sur la ligne de départ, parmi les 40, il y en a qui viennent pour faire 5 tours. Il y en a d'autres qui viennent pour faire peut-être 3 tours. Pour eux, en fait, leur objectif, ce qui les obsède, c'est de faire 3 tours à la Barclay parce que quoi qu'il arrive, soit ils ont 55 ans et ils savent qu'en fait, ils n'arriveront pas à aller au-delà, ils n'ont pas les 5 tours dans les jambes, mais en fait, déjà faire 3 tours à la Barclay, pour eux, ce serait l'accomplissement d'une vie. Et puis, il y en a d'autres que Laz fait venir parce qu'ils lui écrivent une lettre dans laquelle ils disent que pour eux, faire un tour de la Barclay serait déjà un exploit incommensurable parce qu'ils ont eu telle ou telle épreuve dans leur vie, parce qu'ils ont commencé le sport plus ou moins récemment. Peu importe en fait leur parcours, ils vont le toucher
en lui disant que pour eux, voilà, c'est un niveau qui peut paraître faible par rapport à d'autres, etc., mais qui pour eux est déjà énorme. Et Laz tient à ce qu'il y ait ce panel comme ça de coureurs assez divers au début d'une course. Et donc ça, c'est un premier truc auquel moi je tiens beaucoup et qui m'a beaucoup touché. Et c'est un peu pareil dans certaines courses, à l'UTMB, même si maintenant il y a un tirage au sort, c'est beaucoup plus dur d'avoir une place, etc. Il y a aussi des gens qui viennent et pour qui être au départ de cette course, c'est déjà une victoire, etc. Et ça me plaît énormément. Et donc, ça m'apprend à ne surtout pas hiérarchiser et les sports et aussi les épreuves sportives, en fait. Voilà, le sport, c'est universel, c'est un truc qui nous touche. Toutes les épreuves, elles méritent qu'on les raconte, qu'on s'y intéresse. Et bon, certes, la Barclay n'est pas la moins intéressante d'entre elles, mais finalement, on peut avoir de très très belles histoires dans des courses apparemment un peu anodines. Donc, cessons un peu toujours de les hiérarchiser, de les comparer, etc. Intéressons-nous plus au message qu'elles veulent faire passer, à leur physionomie, à la manière dont elles ont été créées et à ce qu'elles permettent d'accomplir d'une certaine manière. Je suis tout à fait d'accord, c'est ce qu'on s'attache à faire chez Course Épique, plus que tout. Et la variété des profils aussi, montrer chacun les raisons qui poussent chacun à s'accomplir et sa quête à son échelle, quelle que soit la course. Et donc, tu vois, en fait, ce que ça m'a appris aussi, c'est que l'ultra trail, c'est beaucoup plus accessible que ça n'y paraît. Alors ça, j'en étais déjà plus ou moins comparé, mais il y a énormément de gens, et ça c'est la réponse, la question qu'on vous pose à tous ceux qui nous écoutent et qui courent, surtout ceux qui font de l'ultra, des courses au-delà de 50 km, mais comment tu fais, que c'est quand même pas accessible à tout le monde, etc. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, notamment dans une course presque impossible à terminer, en fait, c'est une course qui normalement n'est pas possible, mais certains y arrivent quand même. De la même manière, faire 50, 60, 80 km en montagne, pour certains profils, ça paraît impossible, mais en fait, le corps, il est capable d'une certaine magie et il est capable d'endurer des choses et surtout d'apprendre des choses qui sont assez incroyables. Et la Barclay confirme vraiment ça, quoi. Est-ce que tu as développé un attachement, un affect particulier à la Barclay ou tu as quand même un œil de professionnel, un regard d'abord sur les potentialités de ce que tu peux y raconter, transmettre, mais dans un cadre journalistique? Je pense que j'ai évidemment développé un intérêt particulier pour la Barclay et c'est une course qui me tient à cœur parce que on y a déjà je suis extrêmement sensible à son concept. Comme je disais tout à l'heure, je pense que le créateur de la course, c'est actuellement l'inventeur des meilleurs concepts de course à pied qui existent. On pourrait parler du dernier homme debout qui est la Backyard, qui est donc ce concept où vous avez 1 heure pour faire 6 et quelques kilomètres à la vitesse que vous voulez, mais il faut continuer toutes les heures à reprendre un nouveau départ. Et puis on voit des gens qui courent pendant 80-85 heures et qui sont vainqueurs de ces épreuves-là alors qu'ils ont 40-45 ans. Enfin voilà, ça permet, comme je disais tout à l'heure, de faire émerger d'autres profils. Et donc il a inventé tout un tas de concepts comme ça qui, pour moi, sont une espèce de legs pour ce sport, font avancer ce sport, le font évoluer, et puis surtout le rendre plus accessible à d'autres profils, permettre à des gens qui habituellement ne viendraient pas sur nos épreuves, et ne pratiqueraient pas ce sport, de le pratiquer malgré tout. Donc ça élargit aussi un peu le champ de vision de la discipline, et ça j'y suis très, très sensible. Je suis très sensible à ce que Laz crée de manière générale, et je suis très sensible à la communauté de la Barclay, comme je disais tout à l'heure. Il y a 40 coureurs au départ. Certains peut-être ont eu la chance d'aller courir aux États-Unis parmi ceux qui nous écoutent. Les courses américaines, c'est assez différent des courses européennes où il y a une arche de départ, parfois 1000, 2000, 3000 coureurs au départ, etc. Aux États-Unis, souvent les courses sont de moindre envergure. C'est un peu plus l'expérience de la wilderness, la fameuse wilderness américaine. Et donc la Barclay est un peu dans cet esprit presque un peu marginal. Et les gens qui y viennent, il y a cet esprit d'entraide, etc. Les médias sont beaucoup plus absents. Il y a des médias qui sont un peu triés sur le volet. Tous les ans, Laz autorise 6-7 journalistes à venir, pas plus. Donc en fait, là aussi, ça favorise le récit, ça favorise le fait de raconter des histoires, puisque pareil, les médias n'ont pas le droit d'aller sur le parcours, sauf à un endroit en particulier. Là encore, dans notre société où tout est filmé, tout est retransmis en direct, tout est raconté sur les réseaux sociaux, au fur et à mesure que ça se déroule, c'est une anomalie. Et c'est une anomalie par son concept, et c'est une anomalie par la manière dont elle est racontée aujourd'hui. Ça reste une course qui est presque un mythe, en fait. On est dans une forme de mythologie. Et là, il tient énormément, il dit toujours, personne ne sait ce qui se passe sur le parcours, pendant la course, c'est aux coureurs de raconter leur histoire. Il tient à ça, en fait. Il tient à ce mysticisme, il tient à cette mythologie. Et en ça, c'est une course unique qui, effectivement, pour moi, voilà, j'y suis extrêmement attaché. Après,
ça m'empêche pas de garder un œil très professionnel dessus et d'y aller aussi parce que je trouve qu'elle est intéressante, y compris du point de vue du niveau, c'est-à-dire c'est une course très relevée, qui est très intéressante à raconter parce qu'il y a certains des meilleurs athlètes de notre sport qui y vont, euh, même s'ils ont des profils un peu plus variés ou un peu différents que ceux qui courent l'UTMB par exemple. Mais voilà, c'est une course de niveau extrêmement relevé, mais qui a en plus ce petit sel, quoi. Est-ce que tu as envisagé ne serait-ce qu'une demi-seconde d'y aller, de la courir? De la courir. Oui, je pense que quand on va à la Barclay en tant que journaliste, il y a et puis un suiveur, et d'ailleurs il y a beaucoup de finisseurs qui sont des gens qui sont allés d'abord pour assister à un autre coureur et qui ont découvert la course, qui se sont pris au jeu et qui ont fini par la courir eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et évidemment, ça m'a traversé l'esprit. Voilà, aujourd'hui, je ne m'interdis pas un jour de candidater. Moi, je peux tout de suite vous le dire, hein, mon climax, ce sera faire un tour. Si déjà je fais un tour, je serai très content. Tu sais quel jour envoyer ta demande d'inscription? Je pense que je pourrais le savoir très facilement, mais je ne le dirai pas ici. Bien sûr. J'ai cru comprendre que ton histoire avec la Barclay n'était pas tout à fait terminée. Est-ce qu'il y a des projets encore en lien avec la course qui semblent se dessiner de ce que j'ai compris? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est prématuré? Non, alors, l'histoire avec la Barclay, elle est quand même plutôt terminée. En tout cas, en termes de gros projets qu'on mènerait avec Alexis, etc., on ne s'interdit pas d'y retourner. Je pense qu'on y retournera, etc. On ne s'interdit pas non plus un jour si on a envie de refaire quelque chose. Je pense par exemple qu'on fera une mise à jour du livre. Le livre aujourd'hui, donc, qui recense les 15 interviews des 15 finisseurs et on raconte l'histoire de la Barclay par le biais de ceux qui l'ont terminé. Évidemment, la course joue avec nous, pour une fois, hein. Elle joue contre les coureurs, mais elle joue avec nous parce que ce livre, il n'a pas besoin d'être mis à jour tous les ans puisqu'il y a assez peu de finisseurs. Donc là, par exemple, le livre est sorti il y a 1 an et demi et il est encore pleinement d'actualité, les 2 dernières éditions n'ayant pas donné de finisseur. Mais donc, un jour où il y aura un nouveau finisseur ou une finisseuse, on l'espère, probablement qu'on mettra à jour le livre. Et puis, je pense qu'on y retournera ou on traitera la course par le biais d'angles moins directs, moins frontaux. Moi, je travaille sur un projet sur les femmes dans la course à pied. Voilà, ça c'est un truc qu'on a à long terme, qu'on va très certainement développer. Et la Barclay sera un visage de cette question-là, mais elle ne sera plus le cœur même du projet. C'en est fini pour la Barclay. On tourne cette belle page, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui vont être écrites. Est-ce qu'il y a un projet, un défi, une histoire que tu as absolument envie un jour de partager, de raconter? Est-ce que toi, on parlait de Graal tout à l'heure, est-ce qu'il y a un sujet qui t'est particulièrement cher et qu'un jour tu aimerais lui donner corps? Il y en a plusieurs. Je pense que ce qui m'intéresse pas mal, c'est l'histoire des sentiers. Le trail, c'est une discipline qui se court sur des sentiers, hein, c'est son nom. Et souvent, on oublie un peu quels sont ces sentiers, quelles sont leur histoire, comment ils ont été construits, qu'est-ce qu'ils véhiculent. Souvent, on se rend compte qu'en fait, leur histoire, elle est au moins aussi intéressante que la course et que l'imbrication de la course sur ces sentiers donne quelque chose de très intéressant. Donc voilà, moi, l'histoire des sentiers, ça m'intéresse pas mal. Et il est probable que dans les années à venir, ce ne sera pas immédiat, etc. Mais j'aimerais travailler un peu plus longuement sur ce truc-là et sur les grands sentiers et pourquoi pas aussi les records qui y sont attachés. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui illustrerait, synthétiserait ta philosophie de vie? Un mantra? Non, je ne sais pas, rester curieux, profiter. C'est très simple, hein, mais... On prend. Merci beaucoup Aurélien, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous ton regard. Merci à toi Guillaume, merci à ceux qui nous écoutent. Ouais. Écoute, ils sont nombreux parce que c'est une course qui fascine, j'en doute pas. Merci donc d'avoir posé ton regard éminemment averti sur cette course qui n'a presque plus de secret pour toi, même si elle en revêt beaucoup. Tu es probablement un de ces observateurs qui en a déverrouillé le plus grand nombre. Félicitations encore pour le travail passionnant et c'est très sincère, hein, extrêmement soigné que tu as livré avec Alexis sur ces différents projets en lien avec la Barclay. J'invite nos auditeurs qui voudraient en savoir plus à se ruer sur les 2 films dont nous avons parlé aujourd'hui, la Barclay sans pitié, les finisseurs, et le livre qui lui est associé, qui est disponible donc aux éditions Mons, on l'aura compris. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette course, au-delà de tout ce qu'on a pu se raconter aujourd'hui. Donc j'invite vraiment chacun, si le cœur vous en dit, à aller vous plonger dans ces documents extrêmement riches. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite, Aurélien, beaucoup d'accomplissements dans la réalisation de tes futurs projets. Je n'en doute pas qu'il y en aura une multitude. Merci pour ton temps. Merci à toi, merci Guillaume, merci pour ton intérêt et puis merci pour ce moment, c'était très agréable.
Avec plaisir, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.